On va passer maintenant à un autre registre des sciences humaines et sociales. On va s'intéresser aux sciences humaines et sociales en lien avec des questions d'environnement. Alors, je ne sais pas si c'est rassemblé en une ou si c'est toujours deux présentations. C'est deux en une. Voilà, c'est les filles qui nous font à chaque fois gagner du temps. Super, merci beaucoup. En tout cas, à vous la parole. Non, 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 non. Prenez votre temps. On, Oui, oui, vous avez le temps, en tout cas, pour présenter quelque chose de consistant. Quelque chose qui n'est pas prévu au programme, dans la mesure où on a une annulation. Malheureusement, on avait prévu une présentation sur le code de l'environnement et la manière dont l'encadrement de l'environnement pouvait être pris en charge et tout le travail qui était fait. Donc, après la présentation des filles, on laissera passer Richard. Tout à l'heure pour une petite présentation simplement orale du coup après ces présentations-là. Donc, rebonjour. Là, j'ai vraiment bien travaillé pour préparer cette présentation-là, contrairement aux autres où j'étais porte-parole, même si on avait travaillé en équipe. C'est une présentation qui est assez large. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'auteurs. Il y en a même certains qui sont pas là, qui sont pas listés ici, qui auraient pu participer. On travaille aussi avec les archéologues. Bientôt avec les linguistes qui ont présenté juste avant, parce que on travaille avec les questions de langue, on décortique les mots pour comprendre quels sont les savoirs dont les gens parlent quand on parle des savoirs locaux. Mais réussir à réunir des grosses équipes, c'est aussi avoir du temps, avoir des ressources humaines et bien sûr un petit peu d'argent. Donc on a intitulé cette présentation « Connaître et reconnaître les savoirs locaux pour contribuer au maintien des identités kanaks et produire des politiques de gestion de l'environnement ajustées ». Donc c'est vraiment un travail qui permet d'aller vers les questions de valorisation des identités et aussi de penser les politiques de gestion de l'environnement et de développement durable en général qui considèrent les savoirs locaux. Donc on part du principe que vous connaissez tous, que les habitants ont des savoirs. Ils ont des savoirs qui sont acquis par l'expérience, par l'observation, par la transmission orale. La langue y a une place importante aussi. Et donc ils ont des savoirs bien souvent avant que des scientifiques spécialistes de certaines espèces ou habitats travaillent dessus. Ces savoirs, ils sont d'abord le support et le ciment d'une culture. En disant ça, j'inclus la question dynamique et je suis contente que vous ayez terminé sur la question des dynamiques parce que la culture, elle est vraiment dynamique, la tradition, elle est dynamique et je vais reprendre les termes de Jean-Brice tout à l'heure, tout bouge mais rien ne bouge, tout change mais rien ne change, mais il faut être en éveil à ces changements-là et être capable de les décrire pour bien les intégrer dans les politiques en fait et dans les réflexions sur la gestion. Ils sont aussi les bases de relations sociales, de chemins, de liens. Ces mots font vraiment une grande résonance ici aux îles. Les liens, les chemins, ils sont entre les individus, ils sont entre les groupes, ils sont entre les clans, ils sont entre les îles, ils sont entre les îles Loyauté et les autres. Et ces savoirs sont aussi associés à des normes formelles et informelles de partage des territoires et des ressources, d'usage, de pratique, avec une vocation de partager. Ils ont donc tous un rôle dans le maintien et le dynamisme des identités et un rôle dans la production et l'ajustement des politiques publiques. Donc, j'en viens à nos travaux, aux objectifs de recherche qu'on peut avoir. Donc, dans la liste des personnes qui étaient listées tout à l'heure, on a donc je suis anthropologue, Séverine est géographe, il y a des socio-économistes, des archéologues, des juristes aussi qui participent à ce type de travaux parce que c'est vraiment parce qu'on arrive à travailler soit en petite équipe qui travaille ensemble régulièrement, soit une grosse équipe qui rassemble tout le monde, qu'on arrive à avancer, à amener des clés qui puissent être intégrées clairement dans les politiques de gestion et de développement économique. Et on travaille aussi beaucoup avec les scientifiques des sciences, je
je ne sais pas comment les appeler. Moi, je fais toujours la petite blague des sciences inhumaines, mais on parlait des sciences dures, des sciences naturalistes, etc. Mais c'est des gens qui ont aussi une manière de comprendre qui est différente, et on a besoin de connaître les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, les enjeux culturels pour construire les politiques. Donc, on a travaillé ensemble pour arriver là. Et dans cette présentation, on a voulu faire passer aussi la question de l'opérationnalisation de nos recherches. Donc on a des objectifs de recherche, mais on a aussi des enjeux opérationnels, et je sais que c'est quelque chose que vous souhaitez entendre aujourd'hui, donc on l'a mis en avant. Donc je ne vais pas relire la phrase puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais on va essayer de traverser là dans les 20 minutes qu'on prend pour présenter les deux présentations, de traverser nos recherches en montrant comment on peut mobiliser des recherches qui sont fondamentales au départ pour certaines, mais qui peuvent quand même être utilisées ensuite pour avoir une finalité ou une opérationnalisation. Il ne faut pas utiliser ce terme-là, c'est vraiment compliqué. Un usage, disons, pour les décideurs. Et on va traverser quelques projets en indiquant comment ont pu être construits les partenariats entre le monde de la recherche, les gestionnaires des provinces et tous les autres acteurs qui peuvent être du monde économique, qui peuvent être de l'association, etc. Avant d'aller sur une liste de 6 projets qu'on traversera très rapidement pour préciser mettre en exergue certains points, je vais faire un petit peu comme les linguistes, même si on ne s'était pas parlé avant, mais c'est qu'est-ce qu'on fait en fait. Notre travail, c'est de décrire et d'analyser les rapports entre les hommes et leur environnement. C'est de rendre compte des différentes manières de concevoir, d'utiliser et de gérer la ressource. Ça fait vraiment aussi écho à ce qui a été dit hier matin. C'est important d'avoir conscience qu'on a des différentes manières de voir les choses pour construire. Parler de décoloniser les recherches, décoloniser les pratiques. Enfin, tout ça, c'est bien d'être conscient des différences pour pouvoir construire ensemble des règles. Et le troisième point sur lequel on travaille, c'est de comprendre les processus d'évolution des savoirs, des pratiques et des perceptions, en particulier en matière environnementale dans les personnes qui ont participé à ce travail. Auprès de qui est-ce qu'on travaille? Comment se passe le travail de terrain en particulier? Parce que notre travail est de surtout aller parler avec les gens, de prendre le temps de recueillir les savoirs, les manières de voir. Et c'est pas seulement auprès d'un groupe d'acteurs. On va aller voir les usagers quotidiens dans des territoires et les ressources, les habitants. Pour faire un peu plus simple. On va aussi aller voir les acteurs économiques, on va aussi aller voir les gestionnaires de l'environnement, les associations civiles, les organisations gouvernementales et les ONG, les institutions de recherche. On fait aussi des enquêtes auprès des chercheurs pour voir comment est-ce qu'ils voient les choses, puisque après leur apport est important aussi dans la production des politiques. Et aussi les représentants des gouvernements nationaux, étatiques, provinciaux, communaux et coutumiers. Il y a plusieurs projets qu'on a menés avec les provinces, et bien souvent, les techniciens et les élus des provinces se sont prêtés aussi à ce temps d'entretien où on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois plus parce que les gens sont très bavards et ont beaucoup de choses à partager. Et c'est grâce à ce temps-là qu'on arrive ensuite à faire des rapports et des restitutions qui restituent les savoirs de tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut les organiser pour bien construire les politiques. Je regarde quand même le temps. C'est bon, ok. Les méthodes, donc c'est des méthodes classiques aux sciences humaines et sociales, donc basées sur des entretiens, des questionnaires, des enregistrements, mais bon, on a déjà eu des présentations. On ne va pas faire le même décortiquage de tous les mots et de toute la grammaire, mais par contre, on va décortiquer les mots qui ont trait à la question environnementale. Les noms d'espèces, les noms de lieux, les toponymes, ça a un sens, et comprendre le sens qu'il y a derrière permet de mieux comprendre quelles sont les pratiques qu'on peut y faire et comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans les textes qui sont produits. Et on croise aussi avec des méthodes d'analyse un peu issues des autres disciplines. Qui vont permettre de faire qui vont permettre de faire des représentations graphiques, qui vont permettre de faire de la cartographie, des cartes, des divers types d'analyses qui sont des outils aussi de dialogue ensuite avec les différents acteurs.
Donc les 6 projets, je ne vais pas les détailler du tout, vous inquiétez pas, mais il y a 6 projets sur lesquels on a décidé de présenter quelques éléments, parce qu'ils ont été construits de manière différente. L'idée de mener une recherche sur les questions qui sont abordées est venue parfois de la recherche, parfois des collectivités, parfois des deux, parfois des groupes économiques. Et à chaque fois, on a essayé de prendre des projets qui avaient eu un objectif, une finalité en fait appliquée. Donc très très rapidement, le projet Live qui a été financé par le Conseil coutumier consultatif environnemental, auquel d'ailleurs Jean-Brice a participé également, c'était IRD et le GIE Océanide. Il a permis de sortir des éléments qui ont été utiles pour travailler ce qu'on veut donner à voir comme identité kanak et pour travailler aussi sur la gestion d'une espèce. J'y reviendrai un petit peu dans le détail sur celui-là tout à l'heure. Le projet espèces marines emblématiques et aires marines protégées, il vise à mieux comprendre quels sont les savoirs associés aux espèces, les valeurs que les gens y accordent pour construire une gestion des espèces et des territoires associés qui soit au plus ajustée au point de vue des uns et des autres, et aussi à valoriser les identités de tous. Ils ne se passent pas tous sur la province des îles. Il y en a qui sont sur la province nord, d'autres sur toute la Calédonie. Le projet pêche professionnelle, on travaille dessus avec Séverine. Il s'agit d'analyser l'appui qui a été donné aux pêcheurs professionnels, au développement de la pêche professionnelle en province nord, pour ajuster le code de développement économique. Donc là, c'était une demande directement de la province. Un projet sur la gouvernance de l'eau sur lequel on va passer plus de temps à la fin, puisque c'est une présentation à part entière que Séverine présentera au nom de Caroline, elle et moi. Il porte sur du coup la gestion d'une ressource, c'est ça l'enjeu opérationnel. Sur les roussettes, ça fait un peu écho avec le code de l'environnement, puisque c'est une demande qui émanait de la province des îles, un travail en amont de la rédaction du code. On en parlera cet après-midi. Mais elle avait pour vocation à la fois de mieux penser la gestion d'une espèce, mais aussi de valoriser les savoirs locaux associés à cette espèce-là. Et enfin, le projet MOM-UVA dont on parlait Pascal et Mathieu ce matin, qui, sur le volet anthropologie, a permis d'amener des éléments pour mieux gérer un territoire. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, avec ces disciplines-là, on peut arriver à divers objectifs. Et c'est un tableau qu'on a fait pour pouvoir montrer que l'émergence du projet, elle émanait de différentes personnes, que je le disais tout à l'heure. L'élaboration, ensuite, elle pouvait se faire du côté de la recherche avec les acteurs des collectivités, avec les financeurs de manière articulée, ou parfois ça peut être... en général, les chercheurs sont toujours présents, bien sûr, pour écrire les projets. Mais donc il y a différentes manières de faire. Leur durée change aussi, celui-ci durait 2 ans, le financeur initial était le CCCE, mais il y a eu beaucoup d'autres cofinancements, la plupart des projets réussissent à fonctionner parce qu'on a plusieurs cofinancements, et les équipes sont de différentes tailles, ici on a 2 chercheurs et 5 masters, stagiaires de master de différents endroits qui ont participé. Une des sorties qui n'était pas prévue directement lorsque le projet a été monté, c'est qu'il y a eu une organisation qui est en train de se faire aujourd'hui au sein de la province sud d'un processus de concertation avec le Sénat coutumier et les aires coutumières à propos de la gestion d'une espèce marine, la tortue marine, la tortue verte. On a bien décrit quelles étaient la valeur associée, pourquoi il y avait des tensions par rapport à sa capture. Et ce travail-là a été repris et sert aujourd'hui, et donc on s'enclenche un autre travail qui n'est pas vraiment de la recherche, là, mais plutôt de comment est-ce qu'on mobilise ça et comment est-ce qu'on relance des concertations pour construire une gestion plus ajustée. Je vais peut-être aller un peu plus vite sur ces projets-là. Le projet sur les espèces marines emblématiques, il commence. Nous souhaitons qu'il se fasse aussi dans les îles, et on en parlera peut-être plus tard, parce que là, je ne vais pas manger trop de temps non plus. Et voilà le tableau rempli. Donc vous voyez 2 ans, 4 ans, 3 ans, les financeurs diffèrent, les équipes vont de 2-3 personnes à 25, ça va être très très variable.
Très rapidement, 3 sorties opérationnelles. Le projet Pêche en province Nord va aller vraiment sur des propositions d'ajustement du code de développement économique pour que ça prenne mieux en compte les savoirs locaux, les pratiques locales de pêche, sachant qu'il y a un statut de pêcheur vivrier. Pardon ? Oui, qui est en réflexion également, parce que ce n'est pas un statut qui existe actuellement au sein de la province. Pour les roussettes, un appui à la rédaction du Code de l'environnement, on verra ça tout à l'heure. L'appui à la réflexion sur la prévention des risques sur le littoral, on l'a vu tout à l'heure. Et avant de passer la parole à Séverine, qui va parler de quelques éléments clés qui vont vraiment concrets sur la question de la gouvernance de l'eau, c'est une petite conclusion qui remonte que dans tous ces projets-là, les savoirs qui ont été collectés permettent de valoriser la culture aujourd'hui et de maintenir des repères qui sont essentiels à la transmission et de prendre en compte ces savoirs dans la production des règles. Je passe la parole à Séverine sur la question de la gouvernance de l'eau, qui a eu une initiative, qui est venue d'une initiative venant d'Australie. Ouais. On n'avait pas pensé à travailler sur ces questions-là avant, parce qu'on travaillait déjà sur beaucoup d'autres choses. En fait, donc là, on va prendre un peu plus de temps pour discuter de la gouvernance de l'eau. Donc, c'est un peu la présentation qui était prévue initialement par Caroline. On a décidé de fusionner l'ensemble. En fait, c'est les chercheurs de l'ANU qui nous ont contactés pour mettre en réseau des chercheurs dans le Pacifique qui travaillent sur la question de la gouvernance des ressources naturelles et plus spécifiquement sur l'eau. Et du coup, on a été interpellés. Il n'y avait pas de compétences en fait spécifiques dans les instituts à ce moment-là de recherche en sciences humaines et sociales sur l'eau. Mais par contre, on avait déjà au sein de l'IAC des interpellations de la part des gens de la province des îles, de la province Nord. On nous posait la question de ce serait bien que l'IAC, que les instituts de recherche travaillent sur cette thématique l'eau. Du coup, on s'est dit, on va participer à ce projet pour justement constituer ce réseau international. D'autant plus que l'IAC, l'antenne du Nord, on était basé sur VKP où on avait l'émergence d'enjeux récurrents sur la gouvernance de la gestion de l'eau. Il y avait le comité de gestion de l'eau qui était en cours de création. Donc c'est un peu tout, à la fois ce contact à l'extérieur et ce qui se passait localement qui nous a amené à s'engager dans ce petit projet. Donc là, maintenant, je vais vous présenter, juste pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire en termes de comment est-ce qu'on travaille et qu'est-ce que ça veut dire en termes de résultats, de travailler sur ces savoirs locaux, leur évolution et les modes de gestion locale donc sur l'eau. Alors, on a différentes dimensions. Donc la première, pas là. On a décidé de travailler sur les représentations associées à l'eau. Alors, plus spécifiquement, on a relevé un enjeu premier qui était de travailler sur les terres coutumières. Pourquoi ? Parce qu'autour de l'eau en Nouvelle-Calédonie, le constat, c'était très rapidement qu'il y avait plein d'acteurs différents qui participaient à cette gestion de l'eau, depuis l'échelle communale, provinciale, gouvernement, à l'échelle donc du territoire, et en même temps, plusieurs types de fonciers. Les terres coutumières, le domaine public, le foncier privé, des usages agricoles, des usages AEP. Donc tout ça faisait qu'on avait quand même un contexte autour d'une seule ressource très compliqué. Du coup, l'idée c'était de commencer par déconstruire et travailler sur les différentes représentations de tous ces acteurs, notamment sur les terres coutumières. Donc on a commencé un travail, hein. Pour l'instant on n'en est qu'au début, donc les résultats que je présente c'est vraiment ce qu'on a commencé à faire et il y a encore plein de choses à découvrir, à travailler notamment probablement aussi avec les linguistes, de travailler sur les symboles, les mythes autour de l'eau, les liens entre l'eau, la terre et les hommes, les liens entre justement entre la langue, les usages de l'eau et les savoir-faire traditionnels autour de l'eau. Et plus spécifiquement dans une perspective un peu plus historique, de rentrer, ça ce qu'on sait assez bien faire, rentrer par les modes d'accès et les usages des différentes ressources, et notamment ici donc celle de l'eau, et de regarder comment est-ce que ça s'est transformé jusqu'au aujourd'hui le développement de l'AEP. Alors je propose un petit exemple
qui est tiré des travaux qu'on a menés cette année avec une stagiaire originaire de Poya qui a travaillé donc sur l'histoire des usages et la gestion de l'eau sur Poya. Et donc, elle a fait tout un travail qui a permis de reconstruire historiquement comment est-ce que les gens utilisaient l'eau. Alors, donc ça, c'est un schéma qui présente... Est-ce que ça marche? Ouais. Oui, bon, qui présente comment étaient gérées les conduites d'eau à ciel ouvert, donc qui étaient plutôt gérées par les clans de l'eau qui ouvraient ou fermaient les conduites d'eau avec des aménagements très compliqués, enfin très sophistiqués, on va dire, avec donc les taraudières dans la partie plus basse, ici, les billons d'igname, différents canaux, un découpage par clan, comme ça, par famille et clan, avec des trous d'eau qui à chaque fois étaient gérés par ces différents groupes. Donc on voit une structure très, très organisée en fait spatialement. Alors il faut qu'on continue de le creuser pour l'instant, on vous présente des résultats un peu bruts en fait. Donc il y a plein de choses. En plus au niveau des modes de gestion, on commence à présenter ces résultats. On constate qu'il y a plein de différences aussi territoriales, c'est-à-dire là c'est ce qui s'est passé. C'était comme ça que ça se passait, on va dire, au début du XXe siècle à Poya, mais probablement que c'était différent dans d'autres vallées, que les règles de gestion étaient différentes. Donc il y a aussi un enjeu comparatif pour comprendre cette complexité. On a fait aussi tout un travail historique, parce que là, ce schéma, c'est à une période. Le constat, c'est aussi en discutant, et c'est là que les archéologues apportent leur pierre à cette compréhension, c'est qu'avant, on avait des grandes taraudières et qu'on n'avait pas une gestion qui était aussi localisée, mais tout était interconnecté depuis la montagne jusqu'à la mer et avec une gestion de la ressource qui était vraiment continue. Alors que ce schéma-là, au final, il a très vite été rompu par la mise en réserve et donc une coupure dans la manière de pouvoir gérer l'eau. Le constat, c'est donc historiquement, on avait donc au départ les grandes taraudières, puis des changements, donc une baisse de la population, l'installation des missionnaires qui ont en fait entraîné des modifications dans les transferts, dans les savoir-faire, avec des ruptures en termes de transmission, mais également des interdictions d'utilisation de références, de magie qui étaient très très mobilisées autour de cette gestion de l'eau. Donc du coup des contraintes qui se sont exercées sur le système et qui ont modifié ces savoirs. La mise en réserve, donc qui spatialement a réorganisé justement ces aménagements hydrauliques, la manière de gérer cette ressource. Plus tard, des changements sociaux et économiques qui ont fait que les hommes ont été amenés à travailler, qui avaient en charge la gestion de ces conduites d'eau, qui sont été amenés à travailler à l'extérieur. Et du coup, là aussi, ça a modifié la manière de transmettre ce savoir, de le partager, et que ce sont potentiellement plus les femmes qui ont géré ces conduites, mais qu'en même temps, elles n'avaient pas on ne leur a pas expliqué comment faire, donc potentiellement, on nous raconte qu'elles ont fait des erreurs parce que, mais elles n'avaient pas... Et du coup, tout ça, ça vient modifier. Faut qu'on le creuse, mais ça montre la dynamique, en fait, surtout. Oui. Et, donc on va... 2 minutes. Okay. Il te reste 2 minutes. Et un élément important aussi, juste pour le dire, l'arrivée de nouveaux acteurs comme la mine, les mineurs avec des effets de pollution qui, pour négocier le maintien de l'exploitation, vont installer de nouveaux réseaux d'eau qui vont là aussi potentiellement faire se déplacer les populations. Donc tout ça, et ensuite des rétrocessions de ces aménagements à la commune, qui font qu'aujourd'hui, avec le développement de l'AEP, on voit qu'on a une relation à l'eau qui a été complètement transformée au cours du siècle. Et c'est tout ça, en fait, c'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre pourquoi aujourd'hui, on peut avoir des représentations différentes de la manière de gérer l'eau. Et une manière, ça permet de discuter des pratiques économes en eau, de comprendre pourquoi certaines personnes disent « mais je ne paye pas, c'est mon eau ». Parce qu'on a une relation au foncier, parce que potentiellement les aménagements ils ont été négociés suite à des pollutions. Donc tout ça, ça permet de remettre en perspective les registres et les débats. Quand on a dit ça, donc là c'est notre posture de recherche analytique qui aide à comprendre. Et après l'idée, c'est d'un point de vue, donc là la recherche peut intervenir, c'est de mobiliser et d'approfondir ces résultats à travers ces savoirs, ces pratiques et ces normes, de les mettre en débat pour la gestion actuelle. Alors là, c'est ce qu'on a fait plutôt sur le bassin versant de la Point-Boute.
où en fait on a mis tous les acteurs, les agriculteurs autour de la table pour construire un modèle qui reproduit en fait le système du bassin versant avec les différents usages agricoles, etc. Sous forme d'un jeu en fait, mais qui repose sur une connaissance très fine du fonctionnement hydraulique. Alors après, si on veut aller très très loin, on peut faire des modélisations informatiques avec adossées à ça, mais nous on n'est pas allé à ce stade-là. Nous l'objectif c'était de faire faire que les gens se parlent et discutent et imaginent des scénarios alternatifs, notamment dans des phases de sécheresse. Alors, la recherche en SHS travaille à développer ces outils-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas forcément ensuite vocation à l'implémenter partout. Après, il y a aussi un enjeu typiquement de transfert, de formation, qu'on a essayé aussi de faire avec, de faire venir des formateurs spécialisés sur ces outils de concertation. Donc là, c'est appliqué, ça marche très bien sur l'eau, mais ça peut être utilisé sur d'autres ressources naturelles. Et du coup, nous, en termes de recherche, il y a à la fois un enjeu méthodologique de construire ça, et que c'est un moyen pour approfondir les savoirs en les faisant émerger, parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à capter aussi en enquête. Et du coup, des choses... Voilà. Ben voilà, en fait, il y a une dernière... Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour finir... On a voulu vraiment avec Catherine et tout le collectif qui est derrière nous, parce qu'on ne fait pas ça du tout toute seule, au contraire, et que je pense qu'il va falloir aussi élargir au-delà du collectif qu'on est. Vraiment, l'idée c'est de travailler à reconnaître ces savoirs locaux pour construire, à la fois participer au maintien des identités locales et produire des politiques de gestion environnementale qui soient pas des copier-coller de l'extérieur, mais qui soient bien du sur-mesure à ce que font et veulent faire les gens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo. On va prendre quelques minutes pour Richard, si tu veux bien t'approcher, si tu veux faire présenter un peu le travail. C'était pas prévu, c'est un petit rajout. Voilà, merci. J'ai quelques minutes simplement à présenter un petit peu le centre de recherche Mercoudia, qui est à Nadjo ici. Et simplement pour dire que dans ce centre, il y a 8 personnes qui travaillent au centre. Ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des assistants chercheurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas doctorants, ils ne sont pas masters. Ce sont des enseignants qui sont locaux, mais qui passent leur temps avec moi à travailler ensemble sur la manière de travailler avec les élèves. Alors, il faut savoir que ce centre de recherche est né à partir d'un travail de thèse qui est né en 2011 sur comment aider les enfants Kanak par rapport aux constats qui sont faits sur les difficultés d'enfants d'apprendre à l'école. On a dit comment essayer d'aider les enfants Kanak à rentrer dans les apprentissages scolaires. Donc on s'est dit, la meilleure manière de faire, c'est par rapport à cette thèse, c'est de passer de la conceptualisation implicite du savoir culturel vers une conceptualisation explicite des savoirs scolaires. Comment passer du savoir locaux et traditionnels vers des savoirs scolaires dans lesquels on peut exploiter. Alors c'est vrai qu'on a tendance à parler de la langue et culture kanak. Nous ici sur les îles, on parle de CLK, c'est-à-dire on rentre d'abord par la porte de la culture pour entrer vers les apprentissages. Pourquoi rentrer par la culture? Parce que la culture, elle est fédératrice. Ça veut dire que personne ne pourra dire, par exemple, que moi je ne peux pas enseigner les langues parce que je ne parle pas la langue, parce qu'on est sur la culture. C'est universel. Par contre, si on rentre par la porte de la langue, ça ferme. Automatiquement, ça donne raison aux gens de dire je ne peux pas enseigner le LCK à l'école. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, pour comprendre que dans le centre de recherche, l'objectif principal, c'est de créer des outils didactiques et pédagogiques et des méthodes pédagogiques aussi pour aider les enseignants à mieux enseigner dans les classes. Alors, il faut savoir que par rapport à ce travail de thèse, on a trouvé que dans les îles, il y a déjà des existants. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ethnopédagogie, ça veut dire des anciens qui arrivent à enseigner, qui arrivent à donner une pédagogie et qui arrivent à faire comprendre les élèves. Donc, plutôt que d'aller chercher ailleurs, il faut rebondir sur ces existants-là et puis développer ces existants. Le travail du centre de recherche, c'est utiliser les anciens dans les coutumiers et tout, de manière à apporter les données culturelles et tout. Et au niveau du centre, on fait le traitement, on fait l'analyse et le traitement pour créer des outils en retour qui soient exploitables dans les écoles. Alors c'est vrai que le travail, ça se fait au niveau du primaire, mais avec les avancées qui sont faites au niveau du centre, ces travaux-là peuvent s'élaborer aussi au niveau du secondaire. Il faut savoir aussi qu'il y a 4 pôles au niveau du centre. Il y a un pôle psychologique, le handicap, pardon. Et dans le pôle handicap,
on essaie de comprendre que bien qu'il y ait une psychologie sociale, il y a aussi une psychologie qu'on appelle une psychologie communautarienne. C'est-à-dire que chaque aire linguistique a sa propre psychologie. Si on rebondit sur chaque psychologie communautarienne, on permet d'aider les enfants en fonction de son aire linguistique de mieux rebondir sur les apprentissages. Deuxièmement, dans le pôle culturel, on peut comprendre aussi qu'à travers les arts, on peut rentrer facilement dans les apprentissages scolaires. Dans le système éducatif qu'on connaît actuellement classique, on rentre directement par l'écrit. Alors que dans notre vision culturelle, il faut rentrer par les arts. Les arts, c'est émotif et ça permet à l'enfant de rentrer facilement dans les apprentissages scolaires. Troisième pôle, c'est le pôle linguistique. Et dans le pôle linguistique, on est en train de travailler sur la structuration des langues, sur les règles d'écriture, en grammaire, en orthographe, en vocabulaire, en conjugaison, puisque les règles d'écriture existent dans toutes les cultures du monde. Et pourquoi pas dans la culture kanak, dans la langue kanak. Donc on retravaille sur les règles d'écriture, savoir aussi que dans la vision linguistique du kanak, la lettre, elle a déjà un sens philosophique. Alors que dans la vision occidentale, c'est le mot qui a un sens. Chez nous, la lettre, elle a déjà un sens philosophique. À partir du moment où on comprend ça, on peut créer les mots. Ça permet de déconceptualiser les savoirs culturels et de reconceptualiser pour que ça devienne des savoirs scolaires enseignables dans les écoles. Quatrième pôle, c'est le pôle mathématique. C'est-à-dire qu'on a une vision mathématique des choses. On utilise à l'école la numération sur la base décimale, et nous, dans la culture kanak, on utilise le système vigésimal à base 20. Comment articuler cette vision vigésimale et cette vision décimale pour permettre aux enfants des îles d'accéder facilement au savoir mathématique. Alors ces 4 pôles-là sont travaillés par ces assistants-chercheurs, et dans la perspective, c'est de créer des outils, mais on fait à savoir aussi que ces outils ne sont pas créés simplement par le laboratoire, on apporte des éclairages lors des formations pour permettre aux enseignants ou aux élèves de créer eux-mêmes les outils. À partir du moment où ils créent les outils, ils rentrent directement dans les apprentissages. Mais si on donne directement les outils, ça veut dire qu'il y a une partie qui est importante, ça veut dire qu'ils n'apportent pas le sens à l'outil. Donc, c'est pour faire comprendre aussi que c'est à partir de ces travaux de recherche, on procède aussi à la formation des enseignants, aussi bien à l'IFU qu'à Marais. Et cette formation-là se fait sur les méthodes pédagogiques à utiliser dans les écoles, quelles sont les postures qu'ils doivent adopter quant au comportement des élèves, et toute cette psychologie kanak, comment comprendre l'enfant de sa psychologie, de manière à créer des outils qui correspondent vraiment à sa psychologie et lui permettent de rentrer dans les apprentissages scolaires. Voilà en gros le travail qui est prévu, qui est fait au niveau du centre. Et en perspective, ce travail-là doit être développé non seulement au niveau de la province des Loyauté, mais si elle connaît un succès, ça permet de développer aussi dans les autres provinces. Alors tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du travail au niveau des universités, qui est fait par l'université, mais ce travail-là, il est très intéressant parce que ça reste au niveau du descriptif. Mais ce qui est important, c'est quel est l'impact de la culture et de la langue dans l'école. Parce que c'est ça où c'est important, on voit la valeur. Mais si ça reste au niveau descriptif, le problème c'est que ce travail-là ne peut pas être réinvesti, il n'y aura pas d'impact. Donc le premier travail du chercheur maintenant, c'est comment partir de ce savoir culturel, comment l'utiliser en outil et comment l'utiliser dans la classe. Et je crois qu'à partir de là, on pourra aider nos enfants à rentrer dans le développement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Temps record en plus pour autant d'informations. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que ça répond bien aussi à tout ce travail qui est fait en linguistique. Il y a vraiment, on sent bien qu'il y a des partenariats, il y a des mutualisations à faire. Il y a vraiment à renforcer les liens entre les différents organismes. L'idée, on vous fait une proposition là pour les tables rondes cet après-midi. Hier, on a essayé de co-construire les thèmes. Aujourd'hui, on vous propose de manière un peu plus orientée la création de 5 groupes cet après-midi pour nos tables rondes. C'est pas parfait. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous le dire. On en rediscute si vous voulez tout à l'heure avant de se répartir en groupe. En tout cas, la proposition, on a essayé d'intégrer un peu toutes les thématiques qui ont été abordées, qui étaient sur la partie droite. Vous vous souvenez, les post-it? Hier, c'était les thèmes, c'était la partie gauche. Il y avait plein de choses notées à droite. Donc il y a ça, et puis tout ce qui a été dit après. Donc on a essayé de rassembler ça. Il y a une table ronde qui nous semble très importante, c'est comment on peut ancrer effectivement de la recherche au développement et dans un partenariat de longue durée. Toute la question effectivement de la recherche fondamentale, comme ça a été souligné par Moulet ce matin, mais également l'ancrer dans la durée. Il nous semble qu'il y a une piste qui sort un petit peu de tout ce qui a été dit depuis ce matin, déjà hier, c'est la notion d'observatoire.
que ce soit vraiment d'avoir des données de longue durée sur des choses physiques, mais on sent bien même sur les dynamiques sociales, la linguistique, cette notion d'observatoire, de pouvoir mesurer le changement. Hein. Ce matin, on a introduit les choses en disant, on sent bien que tout change et en même temps on veut conserver des choses. Eh bien, pour pouvoir mesurer les transformations et les changements, la notion d'observatoire, elle est certainement à creuser pour toute la partie recherche de très longue durée. Et ça, il y a peut-être un groupe qui pourrait travailler là-dessus, ça nous semble une bonne piste. Deuxième potentiel et besoin, hein, il y a vraiment une commande politique et une demande de la province d'accompagnement de la recherche, vraiment pour la question d'opérationnalisation, hein, des choses opérationnelles, concrètes sur le terrain. C'est toute la question du transfert et de l'opérationnalisation des recherches à la fois passées, parce qu'on nous sonne les cloches un peu, ça fait 30 ans que vous cherchez, mais qu'est-ce qui sort sur le terrain? Donc peut-être essayer, il y a des questions de bilan, et évidemment les recherches actuelles, présentes, comment vraiment on va les opérationnaliser, avec toute l'idée de faire vraiment un bilan des impacts aussi, hein, de cette recherche, essayer de regarder en arrière, ce que soulignait Laurent Magia ce matin, c'est regarder en arrière un petit peu qu'est-ce qui sort déjà du passé, hein, avec tous les risques que ça représente de mettre tout ça sur la table, et puis de réfléchir à des méthodes nouvelles. Est-ce qu'il faut qu'on améliore nos méthodes de travail les uns les autres, donc sur la question de l'opérationnalisation. Donc là, il nous semble qu'un groupe, c'est beaucoup de travail, là, il y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus. Un troisième groupe qui est le pendant du transfert je dirais, des résultats de recherche, c'est le transfert des compétences. Le transfert de compétences, et là c'est dans tous les sens, à la fois en termes de formation, ça peut être même des formations expertes sur des temps courts, c'est toute la question de l'enseignement supérieur et de la manière dont on peut soutenir l'enseignement supérieur, en particulier quand on a des étudiants des îles Loyauté. Et évidemment, aussi la formation de chercheurs loyalsiens. Hein. On a beaucoup parlé de Charlie depuis le début, puisque c'est l'artisan de ce séminaire. Des exemples comme Édouard ou Richard ou d'autres, on a des chercheurs loyalsiens, ils ne sont pas encore assez nombreux. On a une vraie mission là, à essayer de voir aussi comment on s'occupe de ça. Donc toute la question des transferts de compétences et peut-être ouvrir ce sujet à la question des transferts de compétences et le développement des compétences psychosociales, par exemple des enfants, etc. Ça peut peut-être rentrer là-dedans, on pourra en discuter tout à l'heure. Un quatrième groupe, beaucoup plus sur la manière de le faire, sur les méthodes de travail, c'est-à-dire les modalités de partenariat et de mutualisation, à la fois entre la recherche et les collectivités, mais entre organismes de recherche aussi, qui ont déjà l'habitude de travailler en partenariat. C'est toute la question de l'encadrement juridique, pour pouvoir protéger à la fois les ressources et les savoirs. Ça a été souligné par certains intervenants hier matin. En tout cas, c'est beaucoup plus travailler sur les méthodes de travail. Comment enclencher ce partenariat entre îles Loyauté et organismes de recherche et dans quelles conditions le faire, comment l'encadrer. Et puis, bien évidemment, le nerf de la guerre, la question du financement, parce que, comme on le disait ce matin, il y a un risque dans ce genre de séminaire de faire une liste au Père Noël. C'est bientôt le moment, d'ailleurs. C'est bien. Quand je dis c'est bientôt le moment, c'est pas par rapport au Père Noël, c'est par rapport au budget. On est dans une phase de vote budgétaire. La question du financement, évidemment, est fondamentale. Comme on l'expliquait, la recherche marche au travers de programmes, de projets, qui se planifie dans le temps, de 3 ans, 5 ans. Négocier des budgets sur 3 ans ou 5 ans avec des collectivités, c'est souvent pas facile du tout, puisque c'est une vision budgétaire à 1 an. Donc il faut faire appel à d'autres outils, mouler à quelques pistes. On sait qu'on peut avoir le soutien de l'État sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on est aussi... L'État, c'est un peu comme mes poches à moi, quoi. L'État, il n'a plus beaucoup de sous non plus. L'ouverture sur la région, qu'est-ce qui se fait dans la région, la recherche de financements internationaux, pourquoi pas. On a la présence là de Marie-Paul qui pourra nous éclairer peut-être sur, tu es là, pardon, sur les différents financements qui peuvent exister au travers de la région, donc n'hésite pas aussi à présenter différents outils. En tout cas, la question du financement, elle est essentielle. Je pense qu'un milieu comme les îles Loyauté sont susceptibles d'attirer des financements internationaux et régionaux. Simplement, ce n'est pas encore dans nos habitudes administratives. On a l'habitude de travailler avec des financements nationaux des collectivités territoriales. On n'a pas encore ce réflexe, comme tous les autres pays du Pacifique, à aller chercher des financements internationaux. Alors on a un peu l'habitude avec l'Union européenne,
Mais c'est tellement compliqué, les financements de l'Union européenne, qu'on passe plus de temps à gérer le financement qu'à travailler dans la recherche. Il y a sûrement d'autres pistes. Voilà, c'est une proposition. On n'a pas le temps de faire passer le micro maintenant, mais ce que je vous propose, c'est d'en rediscuter tout à l'heure. Ça vous permet déjà de voir dans quel groupe vous avez envie d'aller. Mais en tout cas, c'est la proposition qui émane vraiment des discussions des 2 jours. Hein. Enfin, encore une fois, on essaie de construire les thèmes un peu en fonction de ce qui est dit. C'est la dernière séance de présentation scientifique. Cet après-midi, connaissance et gestion de l'environnement aux îles Loyauté. On va essayer vraiment de tenir le délai pour qu'on ait le temps des échanges dans les tables rondes, s'il vous plaît. Donc, la première présentation sur le suivi participatif des infestations d'acanthaster. Je vais vous laisser la parole. On va essayer de lancer le diapo. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais me présenter brièvement. Donc, je suis Véronique Berthaud-Le-Cellier, je suis généticienne cellulaire et moléculaire. Ça veut dire que j'étudie le fonctionnement des organismes et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée. En fait, je travaille en général sur les coraux, mais là, j'ai été amenée à travailler avec Pascal Dumas sur les acanthastères. Et donc, je vais vous parler des récifs coralliens aujourd'hui et du projet du réseau de surveillance citoyen en Nouvelle-Calédonie, le réseau Oréanet. Donc, c'est un réseau d'observation des acanthastères. Et ce réseau a été mis en place par Pascal Dumas, qui ne peut hélas être aujourd'hui pour vous en parler. Donc je prends la parole à sa place. Je vais vous parler aussi donc, de cet outil qui est donc fonctionnel et qui évolue constamment. Et il y a des applications qui ont été développées. Donc c'est Sylvie Fiat qui les a développées et qui s'en occupe. Et enfin, Mehdi Adjeroud est très impliqué dans tout ce qui est suivi de la dynamique des acanthastères. Donc voilà. Alors les acanthastères, c'est une étoile de mer épineuse, je pense que vous en avez tous entendu parler. Pourquoi et dans quelles conditions ? Bien souvent ce sont des conditions pas agréables, vu qu'il y a une prolifération, une explosion démographique de ces étoiles de mer. Et ça, c'est nuisible au récif. Donc forcément, on en parle. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais quand même vous dire que ces étoiles de mer, là, elles existent depuis les temps géologiques, elles coexistent avec les récifs. Et voilà, et elles ont un rôle important en fait. Pourquoi elles ont un rôle important ? Effectivement, elles mangent des coraux, c'est un problème, mais elles ne mangent pas quand elles ont le choix, elles ne mangent pas n'importe quel corail en fait. Elles en mangent un qu'elles aiment bien, elles aiment bien les coraux à croissance rapide, du genre Acropora. Et à manger, par le fait de manger, de déguster ces coraux à croissance rapide, ils font de la place pour les autres. Donc oui, ils meurent, et il y a de la place pour les coraux qui ont des croissances lentes, mais aussi les autres organismes sessiles qui sont longs à se développer. Et donc ça nettoie un petit peu le récif et ça laisse la place pour ces autres coraux à croissance lente à se développer alors. Mais ça, c'est valable quand il y en a une de ci, de là, c'est-à-dire avec une densité à peu près de 1 à 15 individus par hectare, donc très peu. Et de temps en temps, très rapidement, en quelques semaines, on peut avoir, on ne sait pas pourquoi, en fait une prolifération, une pullulation imprévisible de ces acanthastères. Et on passe de 1 à 15 par hectare, finalement, à des centaines, voire des milliers par hectare. Alors là, vous voyez un récif avec plein d'acanthastères. Il y en a parfois tellement, elles s'empilent les unes sur les autres, on ne voit même plus les pauvres coraux qui sont en dessous. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'elles se mettent sur le corail. Elle dévagine, on dit dévaginer, elle sort son estomac, parce qu'elle a une toute petite bouche, elle sort son estomac, ça libère des enzymes, des activités qui vont digérer les tissus coralliens. Donc ça dure assez longtemps, quelques heures, elle reste sur le corail, en fait c'est une digestion externe. Et quand elles ont fini de manger, elles se déplacent, et vous voyez que ça laisse ce qu'on appelle une cicatrice alimentaire, c'est la traînée blanche que vous voyez là. En fait, ce n'est pas du blanchissement comme on observe pour le blanchissement des coraux. Là, c'est vraiment, il n'y a plus rien, c'est uniquement le squelette calcaire qui reste et le corail est complètement mort. Donc, dans ces cas-là, dans les cas de pullulation d'acanthastères, on peut avoir une destruction de plusieurs kilomètres carrés par an du récif. Alors, où est-ce qu'on observe ces pullulations dans l'Indo-Pacifique ? Vous voyez qu'on en observe absolument partout, du Japon à la Grande Barrière, à Hawaï, en Polynésie, à l'île Maurice et bien sûr en Nouvelle-Calédonie. Alors pour vous donner une petite idée, par exemple en 30 ans d'observation, au niveau de la Grande Barrière de Corail, 25%, c'est-à-dire un quart des récifs coralliens de la Grande Barrière de Corail en 30 ans ont été détruits à cause des acanthastères. Donc ce n'est pas du tout anodin. Alors qu'est-ce qui se passe ? Voici un exemple, enfin 2 exemples de photos qui ont été prises à tous les ans au même endroit, en Polynésie française sur l'île de Moorea et au Vanuatu. Alors vous voyez que par exemple à Moorea, en novembre 2007, tout va bien, le récif est en parfaite santé.
Et puis en 2008-2009, il y a une explosion démographique d'Acanthaster. Et alors là, vous voyez que tout est mort, marronasse. Il y a un petit bout de cette colonie que vous voyez au-dessus qui est encore un peu vivante, là aussi, et le reste est mort du récif. Et là-dessus, pas de chance, vous savez, il y a le changement climatique, etc. Il y a eu le cyclone Oli qui est arrivé en début d'année, en février 2010. Et là, ça a tout ratissé parce que les coraux étaient extrêmement fragilisés du fait qu'il y en avait très peu qui restaient sur le récif. C'était vraiment complètement nettoyé. Pour le Vanuatu, c'est un petit peu la même chose. Là, vous voyez que les acanthastères, on les devine ici. Elles ont déjà bien entamé le récif. Tout ce qui est blanc, ça a été mangé. À droite, c'est encore vivant. Juste quelques mois plus tard, en fait, la partie initiale par laquelle elles ont commencé à manger en fait, est envahie par des algues vertes. Et de l'autre côté, elles ont fini de manger, il n'y a plus rien, ça c'est blanc et ça va être bientôt envahi, effectivement. En un an, en un peu plus d'un an, on est passé d'un récif quasiment en 1 an et demi, on passe d'un récif en bonne santé à un récif qui est complètement dévasté. Ça dans les deux cas. Alors, le corail, c'est pas comme de la mauvaise herbe en fait. Il meurt, il faut des années pour le remplacer. Et ça, c'est extrêmement variable suivant les sites. Par exemple, au niveau de la grande barrière de corail, parfois, il a fallu 40 ans, près de 40 ans, pour retrouver une couverture corallienne, autant de corail qu'il existait avant le passage de ces acanthastères. Sur Moorea, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, il faut de 5 à 8 ans, c'est plus rapide. Mais les chiffres que je vous donne, qui sont quand même en moyenne entre, disons, 15 ans, pour recouvrir un récif en bonne santé, ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça veut dire sans cyclone, sans nouvelle infestation d'acanthastères, sans pollution passagère, etc., sans réchauffement, bien sûr, de la température de l'eau. Et avec le changement climatique, on a une augmentation de ces fréquences de cyclones, de la température de l'eau, etc. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on n'a pas de recul par rapport au temps de résilience à venir à la suite de ces pullulations d'acanthastères. Alors, pour les petites îles dont la population dépend complètement en fait, du récif pour se nourrir, pour aller à la pêche, c'est un problème dramatique, ça devient dramatique parce que vous voyez qu'en quelques semaines, enfin en 1 an et demi, on peut perdre complètement le récif qui entoure l'île. Alors, pour cela, on a un réseau qui a été développé parce que le chercheur, il ne peut pas... En fait, on a des moyens d'enrayer cette pullulation. Le tout, il faut agir assez rapidement parce qu'en quelques semaines, ça prolifère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on ne peut pas avoir un œil partout. Et en fait, on fait appel aux citoyens. Un réseau participatif a donc été créé, donc le réseau Oreanet. Et c'est tout simple, en fait. Ça, c'est tout citoyen qui voit une acanthastère en nageant, il ne faut surtout pas l'enlever, parce que je vous ai dit, parfois, à petite densité, elle a un rôle qui est quand même bénéfique, il ne faut pas oublier, pour le corail. Mais néanmoins, vous en voyez une, vous vous connectez sur le site, il suffit de taper Oreanet sur Internet, il y a cette page qui apparaît, et en fait, il y a juste un formulaire à remplir, vous dites le lieu et le nombre d'acanthastères que vous avez observé, et hop, vous envoyez. Et ça va être pris en compte tout de suite, vous dites le nombre, et éventuellement, si c'est important, on ira vérifier, voir si c'est un début de pullulation. On peut aussi télécharger une application que vous pouvez faire à partir de votre smartphone. Donc c'est vraiment très facile. Le tout, c'est de faire passer l'information et de signaler, en fait, et éventuellement, après, de décider d'agir, ça c'est autre chose. Mais au moins, l'information sera passée. Alors ça, c'est fait en Nouvelle-Calédonie, mais en fait, cette application est aussi accessible au Vanuatu et aux îles Fidji. Et si vous regardez sur la page du GOPS, vous avez une synthèse des différentes observations et pullulations en cours. Alors, qu'en est-il des îles Loyauté? De 2015 à 2017, je ne vois pas, 5 signalements ont été effectués. Ça a été effectué par le réseau d'observation des récifs coralliens. Alors, en 2015, il y a eu 2 sites qui ont été signalés avec 2 acanthastères, l'un dans la baie de Santal, ici, et l'autre près du cap des Pins. En 2016, il y a eu 2 sites et 3 acanthastères, à chaque fois à nouveau au niveau de la baie de Santal. Et en 2017, c'est en cours. Pour l'instant, il y a eu un seul signalement qui est toujours dans la baie de Santal. Alors, en conclusion, le nombre d'acanthastères qui est observé depuis 2015 à 2017 aux îles de la Loyauté, c'est très très faible. Donc, c'est une situation qui n'est pas du tout préoccupante. Ça, c'est le bon point. Par contre, comme je vous l'ai dit, en quelques semaines, ça peut basculer vers une pullulation. Donc, il faut vraiment surveiller. Et le souci, c'est que seules les données qu'on a eues
sur les îles Loyauté, en fait. Ce n'a pas du tout été fourni par la population locale, donc pas du tout en utilisant cet outil Oreanet qui est accessible depuis 2015, mais par les données du réseau d'observation des récifs coralliens. Et vous avez vu, c'est localisé au niveau de la baie de Santal, mais c'est parce que c'est là qu'ils ont leur réseau de surveillance. Ils viennent chaque année, ils ont des transects, et en fait, ils comptent, ils regardent, ils observent les coraux, et quand ils voient une acanthaster, ils la notent. Mais donc, c'est important, en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mener des actions, en fait, pour informer et promouvoir le réseau de suivi. Voilà. Oleti, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant appeler, je crois que c'est Philippe qui présente. Oui. Bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis ici en province des îles. Donc moi je suis Philippe Birnbaum, je suis écologue, écologue au CIRAD, mais vous verrez circuler des Birnbaum, chercheurs à l'IRD, à l'IAC, je suis associé à tous ces organismes-là, mais c'est la même personne. Et aujourd'hui, en fait, je prends ma casquette de responsable de l'UMR AMAP, en Nouvelle-Calédonie, associé avec une équipe de l'IAC, pour vous présenter un travail qui est un travail collectif de recherche dans lequel le chercheur n'a pas plus de place que le technicien et pour lequel finalement ce qui compte c'est un travail collaboratif pour essayer d'améliorer la connaissance sur la flore de la Nouvelle-Calédonie et intégrant évidemment les îles Loyauté. Alors, ça va être assez simple finalement, puisque avant tout, pour connaître les plantes, leur habitat, leur distribution, finalement, on se pose des questions assez simples. À quoi sers-tu? Où vis-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Des questions qui sont relativement simples, mais avec avec des réponses qui sont finalement extrêmement complexes et qui ne sont loin d'être résolues à l'échelle mondiale comme à l'échelle de la Calédonie. Et tout se base finalement sur des notions d'acquisition et de capitalisation de données qui sont, je pense, partagées par toutes les équipes scientifiques comme étant la base de toute la connaissance et de toutes les recherches en termes de développement qui peuvent se découler de cette capitalisation. Alors, pour nous, botanistes, c'est quelque chose qui est un des plus vieux métiers du monde, je dirais, puisque globalement, depuis Cibot en 1532, jusque-là, j'ai pris l'exemple de Vanessa Eke, c'est les mêmes méthodes. Donc, on a un savoir traditionnel aussi que se transmet depuis 500 ans à peu près, en utilisant exactement les méthodes, en récoltant des échantillons d'herbiers, en les faisant sécher et en les accumulant dans des grands herbariums dont vous avez l'herbier de Nouvelle-Calédonie comme représentant pour la Nouvelle-Calédonie et bientôt l'herbier de la province des îles. C'est le plus vieux métier du monde, mais c'est aussi une très vieille collection, puisque aujourd'hui on estime à peu près à 350 millions d'échantillons d'herbiers dans le monde, répartis dans à peu près 30 000 herbariums. Et pour vous dire que c'est aussi une question de nom et de savoir, puisque là on ne parle que de langues mortes, justement on a choisi le latin, tout le monde considère que c'est des langues compliquées, mais c'est juste parce qu'on a choisi une langue morte qui n'évolue pas pour être sûr que depuis 1532 jusqu'à maintenant on parle exactement la même chose. Et donc on voit qu'on a à peu près 1 million de noms d'espèces qui circulent dans le monde, alors que pour l'instant, il nous reste quand même 264 000 noms en gros à valider, et on estime à peu près à 87 000 espèces de plantes qui restent encore à décrire sur la planète. Donc vous voyez, c'est un travail qui est en cours, qui dure depuis à peu près 500 ans, et la Nouvelle-Calédonie est inscrite dans ce processus de la même manière que tous les pays du monde, avec l'herbier de Nouvelle-Calédonie qui contient à peu près 80 000 échantillons d'herbier pour environ aujourd'hui 3200 espèces de plantes. On estime à peu près à entre 10 et 20% d'espèces encore qui resteraient à décrire sur la Nouvelle-Calédonie pour avoir une vision la plus complète de la flore. L'herbier de Nouvelle-Calédonie, donc parmi les élus, il y en a beaucoup qui sont venus le visiter. Donc c'est une collection qui a été créée en 1963, mais qui recueille des échantillons qui sont plus vieux que ça, puisque le plus ancien c'est de 1855 de Vieillard. Et pour vous dire simplement que c'est une collection vivante, même si c'est des échantillons morts, c'est que cette plante a été identifiée il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, parce qu'avec le terme de changement de nom, de synonymie, finalement, tous ces anciens échantillons font encore partie des collections actuelles. Donc c'est pour vous montrer que cette collection, ce référentiel, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps, qu'on nous a confié et qu'on continue à gérer, à maintenir pour avoir justement une collection qui perdure dans le temps et qui nous permet de revenir en permanence sur nos travaux. Donc c'est pas simplement un outil statique. Ici, je vous montre globalement les échanges qui sont faits entre la Nouvelle-Calédonie et le reste du monde pour partager sous ces échantillons d'herbier, parce que
tout ne peut pas se faire depuis la Calédonie, il faut comparer les plantes avec les Vanuatu, avec l'Australie, avec les autres pays aux alentours. Les spécialistes sont maintenant distribués dans le monde entier, et donc du coup, tout ça, ça fait partie des échanges. On envoie nos planches d'herbier, elles sont identifiées, elles reviennent, et elles sont stockées, et en tout cas, elles servent de référence. Et ici, par exemple, vous voyez, c'est une référence d'une plante qui a servi à décrire cette espèce, ça reste la référence internationale, et il n'y aura qu'une seule planche d'herbier qui sera le nom, une seule non, mais en tout cas, il y en a toujours un qui est représentant du nom actuel. C'est aussi, étudier la flore, c'est aussi avoir une idée de la distribution des habitats. C'est pas juste d'avoir une liste d'espèces et un compte final, c'est aussi de savoir si finalement les forêts sont distribuées de manière régulière. Est-ce que finalement on n'est pas en train de créer des trous dans les forêts qui vont avoir des conséquences derrière sur la pérennité de ces espaces. Et ça, on est obligé de travailler avec des échelles très fines. Donc là, on est en train de faire la cartographie au 1/3 millième des forêts de toute la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut bien voir que c'est comme un plan. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille dessus, plusieurs personnes travaillent dessus. Ça progresse. On a du coup maintenant des distributions assez précises des recouvrements de forêt, ce qui nous permet derrière d'avoir des idées sur l'organisation des habitats, la fragilité des habitats, les connexions. Vous avez tous probablement entendu parler de ces questions de fragmentation qui créent finalement des îles au sein d'une île. Il faut bien voir que si vous avez plein de petits morceaux de forêt, c'est très compliqué pour les plantes d'échanger d'un morceau de forêt à un autre. Et donc plus on va créer des fragments, plus on va créer des îles et moins on va permettre la fluidité des échanges génétiques entre les espèces. Et du coup, ça nous permet derrière directement d'avoir des stratégies de conservation que l'on est en train d'établir notamment avec excusez-moi pour les fautes d'orthographe, avec la province sud, justement, qui ne sont plus basées sur des listes d'espèces, mais qui sont sur l'organisation spatiale des habitats, ce qui nous paraît être beaucoup plus solide comme stratégie de conservation que d'avoir une liste d'espèces dans un code de l'environnement qui du coup extrait la plante de son milieu, alors que finalement on sait tous que c'est d'abord le milieu qui va permettre à la plante de pousser, et si jamais vous extrayez la plante du milieu, peut-être qu'elle va finir dans un jardin botanique, mais elle sera plus représentante de son environnement. Donc l'habitat pour nous et l'habitat forestier constitue une sorte de chapeau extrêmement important pour conserver la biodiversité, parce que même si on travaille essentiellement sur les forêts et les arbres, on sait bien que derrière il y a les oiseaux, les animaux, toutes les fougères, toutes les plantes du sous-bois, et ces environnements forestiers sont sans aucune comparaison les éléments les plus riches en termes de biodiversité terrestre, hein, pour les plantes, évidemment. Donc, au-delà de ça, de cette cartographie, on a un troisième instrument qui est extrêmement important, qui est donc le réseau des inventaires de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des réseaux de parcelles. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous les petits points ici, c'est la distribution de nos parcelles. Une parcelle, c'est quoi? C'est un carré de 1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres, sur lequel toutes les plantes, tous les arbres sont identifiés, positionnés en X, Y. On a la hauteur, la stratification, on a des paramètres sur la phénologie, le diamètre, la densité de bois, ce qui nous permet du coup d'avoir des véritables informations quantitatives sur ce qu'est une forêt en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, on peut dire maintenant qu'on a aujourd'hui, alors c'est juste pour vous dire, on a 57 208 arbres qui sont suivis, c'est-à-dire que vous pourrez vous balader dans les forêts, vous tomberez sur des étiquettes d'arbres, c'est des arbres qui sont référencés dans nos bases de données, qui nous permettent de suivre leur croissance, leur mortalité, la phénologie, beaucoup de choses comme ça. Mais ça nous permet aussi d'avoir des estimations que de la Nouvelle-Calédonie comporterait actuellement, on va dire, 911 espèces d'arbres. Mais c'est aussi des manières de pouvoir classer des environnements et donc de voir les dérives qui peuvent aboutir sur ces environnements et donc justement d'être en alerte. On voit bien que les forêts mésophiles sont plutôt de l'ordre de 30 à 40 espèces, tandis que les forêts humides, on est plutôt de 80 à 110 espèces à l'hectare. C'est aussi une manière de classer vraiment la rareté et l'abondance des espèces, parce que si vous prenez l'herbier de Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous verrez que les espèces les plus rares sont les espèces les plus abondantes, parce que les botanistes vont récupérer systématiquement les espèces rares, et donc ils vont retirer dans l'herbier beaucoup d'espèces rares, alors que si vous allez dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie, vous cherchez le niaouli, vous verrez, si vous ne connaissez pas, vous regardez dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie, il y a 4 échantillons, et donc vous allez tous considérer que c'est une espèce rare, alors qu'en réalité c'est une espèce extrêmement abondante, mais qui n'intéresse pas les botanistes. Donc avec ces méthodes d'inventaire, ça nous permet d'avoir vraiment une estimation précise et quantitative de la rareté et de l'abondance des espèces. On voit ici, et ce n'est pas un phénomène qui est unique à la Calédonie, mais on voit que seulement 61 espèces sur ces 911 espèces, finalement occupent 50% de tous les arbres que l'on rencontre en Calédonie. Enfin, en Calédonie, on va dire sur notre réseau d'inventaire. Ça veut dire qu'il y a très peu d'espèces qui construisent la forêt, et il y a énormément d'espèces rares, donc notamment c'est de 490 espèces qui sont connues que d'un seul inventaire, ou simplement 122 espèces qu'on appelle des singletons, qui sont connus que
d'un seul endroit dans nos parcelles, un seul individu. Donc la rareté et l'abondance, c'est quelque chose qui doit se mesurer avec des protocoles spécifiques. Et ça, c'est un observatoire de la communauté des arbres pour lequel on investit énormément de temps, et notamment dans tout ce qui est numérique pour pouvoir conserver ces informations. Alors j'ai mis un gros 0% parce qu'on appelle ça l'inventaire de la Nouvelle-Calédonie, mais jusqu'à présent, on n'a malheureusement aucune parcelle dans la province des îles, ce qui est un peu regrettable parce que du coup, on n'est pas en mesure de donner des chiffres, disons, de ce que représente une forêt sur la province des îles. Alors, on va au-delà de décrire les espèces, les habitats et autres, c'est que finalement les espèces, elles ne sont que des éléments qui viennent participer à l'organisation de la forêt, mais finalement bien souvent il y a deux espèces qui peuvent très bien avoir exactement le même type de fonction ou de comportement, et c'est d'autres paramètres qui vont nous permettre d'expliquer la présence ou l'absence d'une espèce à un endroit donné. Alors notamment on travaille sur les densités de bois, je vais être très rapide, mais en gros les densités de bois nous permettent de sélectionner, de montrer certaines espèces qui sont extrêmement sensibles à l'aridité et d'autres qui sont extrêmement tolérantes. 1 minute. Combien ? Une. Ah bon, bah alors je passe. Globalement, c'était pour vous dire production scientifique, parce qu'on parle que de développement, mais en fait, pour arriver à faire du développement de qualité, il faut qu'il y ait un audit extérieur. Et nous, on considère que la publication scientifique, c'est vraiment une confrontation indispensable avec un monde scientifique pour nous donner la validité et pour nous permettre d'être un peu certifiés comme étant des gens qui peuvent donner des recommandations aux collectivités en ayant derrière un audit qui a été évalué par des gens qui ne connaissent pas forcément la Nouvelle-Calédonie, mais qui étudient nos méthodes. Et ça nous évite souvent de suivre ce que disait Claude Bernard, ce que nous pensons déjà connaître, nous empêche souvent d'apprendre. Et donc, à partir de cette certification, que j'ai illustrée par ce petit bonhomme certifié, l'UMR AMAP, le groupe que je représente, on est aussi des fournisseurs de données, donc c'est-à-dire que les collectivités, les études d'impact, la red list de l'autorité de liste rouge nous demandent des données régulièrement qu'on transmet. On fait beaucoup de formations aussi, formation universitaire académique. On a aussi formé, il n'y a pas très longtemps, accueilli Georges et Marjorie pour faire l'apprentissage de ce que c'est que la gestion d'un herbier, parce qu'il va y avoir l'herbier des îles, de la province des îles. On fait de la pédagogie, c'est bien pour vous montrer que la recherche n'est pas une question de chercheurs, puisque finalement les enfants qui sont en bas jouent avec un jeu de la forêt. Ils ne sont pas chercheurs, mais ils ont les règles de la recherche, ils savent très bien comprendre ce que ça veut dire de gérer une forêt dès qu'on leur explique avec des règles simples. On fait aussi beaucoup de recommandations, évidemment. Et puis, parce que AMAP, l'origine d'AMAP, c'est vraiment de travailler sur la botanique et l'informatique, on met beaucoup de poids sur l'informatique et la diffusion de la connaissance. Donc ici, vous voyez par exemple qu'on gère l'herbier des Vanuatu en ligne, l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Aussi, on a un portail des habitats forestiers de la Nouvelle-Calédonie, ce qui permet de faire des analyses. Donc ça, c'est open au public, tout le monde peut y aller, récupérer des analyses, savoir par géographie les zones qui sont couvertes ou pas. Et puis par contre, là, je mets We Need You, et ça, c'est encore pour renforcer le système que la recherche n'est pas un élément extérieur à la décision publique. La recherche fait partie du bien public, tout le monde participe à faire de la recherche, et donc on a besoin beaucoup de la participation des gens, et notamment dans cette application, vous allez sur niamoto.io et vous pouvez, comme la présentation précédente vous l'a montré, participer à la connaissance globale de la flore de Calédonie, mais aussi corriger, et c'est très important pour nous, corriger les questions de cartographie, parce que quels sont les meilleurs informateurs que les gens qui habitent à côté de ces forêts pour nous dire que c'est des forêts ou c'est pas bien des forêts. Là maintenant, très facilement, comme la présentation on l'a vu tout à l'heure, on peut rentrer, corriger nos cartographies, on peut mettre des nouvelles espèces, des nouveaux inventaires. Et vous voyez ici, ça c'est sur une année, l'évolution du nombre de participations et le nombre d'occurrences et d'espèces que l'on a collectées de manière supplémentaire par des gens qui ne sont pas du monde de la recherche. Et ben voilà, donc maintenant juste pour les perspectives pour les îles Loyauté, pour nous en tout cas, et j'attendrai avant tout vos questions pour pouvoir éventuellement y répondre, mais pour nous en tout cas c'est la connaissance, parce qu'aujourd'hui on n'a même pas une idée précise du nombre d'espèces qu'il y a ici dans la province des îles. On est entre 463 et 33 espèces autochtones selon les publications, on est entre 25 endémiques et 111 espèces endémiques, donc sachant que les endémiques c'est extrêmement important pour la province des îles, parce que du coup vous êtes les garants du patrimoine mondial de cette part de la biodiversité qui vous est confiée. S'il y a 111 espèces, c'est 111 espèces dont vous êtes le garant. On n'a pas non plus de vraies informations, c'est l'origine de la flore
des îles Loyauté, notamment avec cette espèce-là qui pose des problèmes de positionnement, puisque le cerf tendra, c'est un genre avec un représentant unique en Calédonie qui se situe sur les îles Loyauté et qui est extrêmement fréquent, notamment en Polynésie française ou au Vanuatu. Et on peut se poser la question si la flore des îles Loyauté provient davantage de la Nouvelle-Calédonie ou des Vanuatu ou de la Polynésie. On n'a pas vraiment de réponse à cette question. On n'a pas non plus de questions sur la distribution, puisqu'on n'a qu'une cartographie de l'Atlas qui est au 1 600 000e, ce qui veut dire que c'est absolument pas utilisable, c'est juste pour représenter dans les livres, mais on ne peut pas travailler dessus. Et heureusement qu'on a déjà un livre sur les espèces, l'utilité des espèces sur la province des îles, mais évidemment, comme Édouard l'a précisé, il faut compléter ça parce que c'est évidemment qu'un embryon et dans tous les domaines, on a besoin de connaissances supplémentaires. Donc pour nous, les questions principales, c'est le nombre d'espèces, les usages des espèces, la distribution des espèces et les affinités entre les espèces. Et par contre, pour toutes les questions de développement, je voudrais juste faire passer un petit message qui a été dit un peu ce matin, c'est qu'il ne faut pas s'amputer de cette acquisition de connaissances parce que c'est évidemment cette connaissance qui va faire émerger les nouvelles possibilités de développement de demain. Et si jamais on raisonnait justement en uniquement posant des questions de développement en y répondant, je pense qu'on n'aurait pas encore inventé l'ampoule électrique qui est apparue 50 ans après l'invention de l'électricité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La recherche à long terme, effectivement. J'appelle les suivants. Je crois que c'est Hervé. Là, on va parler d'animaux, les espèces animales envahissantes en province des îles Loyauté. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Hervé Jourdan, je travaille à l'IRD. Ma spécialité, c'est l'entomologie, donc les insectes, et en particulier tout ce qui est exotique, extérieur à la Nouvelle-Calédonie. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un travail collectif réalisé avec l'IAC, en particulier Fabrice Breccia et Christian Mille. Et donc, c'est un travail qui est en cours, et c'est plus... pas vous présenter des résultats, mais vous montrer comment la recherche peut aussi éclairer la décision publique, puisque actuellement sur la province des îles, donc on a ce code de l'environnement qui est en construction. Et parmi les questions qui se posent, c'est comment préserver les milieux uniques de la province et comment contribuer au développement durable de cette province. Et malheureusement, on est aujourd'hui dans un contexte de globalisation des échanges, qui concerne la planète entière, qui concerne également la province des îles Loyauté. Là, je vous ai mis quelques exemples ici. Voilà, comment ça marche. Ici, qui illustre un petit peu le flux des avions, des transferts en avion à travers la planète. Donc on imagine très bien qu'on peut déplacer n'importe quelle espèce n'importe où à travers la planète en très peu de temps. Ici, à l'échelle du Pacifique, ce sont les lignes de bateaux qui traversent le Pacifique. Donc on imagine très bien qu'on peut déplacer tout un tas de choses très rapidement, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Et puis ici, des éléments qui sont liés plus à ce qu'on appelle les effets du changement global, du changement climatique, qui conduisent à un réchauffement de la planète, à une augmentation du niveau de la mer, qui aussi ont un impact très fort sur les îles, qui vont changer les conditions des habitats et la possibilité de nouvelles espèces de venir s'introduire. Donc avec tout ça qui conduit à une accélération de ce qu'on appelle les invasions biologiques. Et si on se met du point de vue des collectivités, si on se met du point de vue du gestionnaire, en fait, finalement... il y a tout un tas de pathogènes, d'organismes nuisibles qui ne sont pas là. Et ce qui est plus rentable pour la collectivité, c'est effectivement de mettre en place ce qu'on appelle les mesures de biosécurité. Donc la biosécurité, c'est la veille préventive, c'est donc se mettre en ordre de bataille pour éviter que les espèces qui vont interférer avec les populations humaines et leur développement n'arrivent pas. Et ce qui coûte... c'est cette biosécurité, c'est ce qui va coûter moins cher à la collectivité, parce que plus on va réagir vite à l'arrivée d'une espèce qu'on ne désire pas, plus on aura une chance de réagir, et moins ça va coûter cher. Et plus on va vers ce qu'on appelle le management, enfin, donc la gestion, ça va coûter de plus en plus cher. Donc en fait, il faut être en mesure de mettre en place des mesures de biosécurité, de veiller, et ça s'appuie avant tout sur des inventaires. Donc il faut savoir effectivement ce qu'on a déjà comme pathogène, ce qu'on a comme... espèces nuisibles. Donc quand on parle d'invasion biologique, c'est aussi de quoi parle-t-on ? Une espèce, lorsqu'on parle d'espèces exotiques envahissantes, on parle d'organismes, ça peut être un animal, une plante, un micro-organisme, qui est à l'extérieur de son aire naturelle de répartition et qui, normalement, ne serait pas en mesure d'atteindre un certain nombre d'habitats, mais grâce aux activités humaines, a pu se disperser et qui va... se développer au détriment des espèces autochtones et qui va avoir des interactions, des nuisances économiques, sanitaires, environnementales pour les populations humaines. Alors, si on revient dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on est un contexte qui est d'une triple insularité. Donc, on a
l'archipel de la Nouvelle-Calédonie versus le reste du monde. On a ensuite la Grande Terre versus les îles Loyauté, et on a chacune des îles Loyauté entre elles. Donc en fait, on a des contextes phytosanitaires différenciés, et les flux, ils sont aussi bien de la Grande Terre, enfin de l'extérieur vers l'archipel, que de la Grande Terre vers les îles, que des îles entre elles. Et tout simplement, il ne faut pas l'oublier, il y a des espèces aussi, ce n'est pas forcément des espèces qui sont extérieures à Nouvelle-Calédonie qui peuvent poser problème. On a des espèces de Nouvelle-Calédonie, Grande Terre, qui peuvent venir sur les îles Loyauté. Et un exemple bien connu, c'est la sauterelle de cocotier. La sauterelle de cocotier est une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie et qui a été amenée dans les îles Loyauté au cours du XXe siècle et qui a eu des impacts très importants à Tiga, mais aujourd'hui à Ouvéa sur les cocoteraies, et qui illustre aussi l'intérêt de se poser la question des espèces potentiellement nuisibles sur la Grande Terre. Et si on regarde un petit peu les points d'entrée sur les provinces des îles Loyauté, on a 4 aérodromes, on a 5 ports et wharfs, et on a une marina, donc autant de points d'entrée, autant de sources possibles d'arrivée d'organismes nuisibles. Alors si on regarde un petit peu quel est l'état des lieux des connaissances sur la faune des Loyautés et la faune des exotiques, en fait, il y avait un catalogue des ravageurs qui avait été fait en 1955, avec Coïc, un des premiers entomologistes de l'IFO, qui avait travaillé, qui avait fait un inventaire en 1955. Il y a eu un inventaire d'entomologie médicale en 1956. Un élément phare aussi, qui a été la prise de conscience à l'échelle du pays de l'enjeu des espèces envahissantes à travers l'expertise collégiale qui avait été commandée par les 4 collectivités à l'IRD, qui faisait un état des lieux des enjeux espèces invasives à l'échelle du pays, avec un gap à l'époque qui avait été identifié sur la province des îles Loyauté. Depuis, on a eu un certain nombre d'actions qui ont été réalisées dans la province des îles Loyauté, notamment avec des inventaires ornithologiques dans le courant des années 2000. Un suivi des populations de rongeurs par l'ASBO dans le contexte de la préservation de la perruche d'Ouvéa depuis le milieu des années 90. Et puis, plus récemment, le projet Intègre, qui a aussi contribué à essayer de mettre en place une meilleure biosécurité sur Ouvéa face à l'enjeu du rat noir. Mais aussi, là, je vous ai mis une petite photo de vanille contaminée par des cochenilles. Et en fait, un peu comme à l'image de ce que nous disait l'Institut Pasteur ce matin, c'est forcément, ça ne va pas forcément rentrer par la Grande Terre. Et là, en l'occurrence, cette cochenille, qui est un ravageur de la vanille, a été détectée pour la première fois à Tiga, finalement un des territoires les moins peuplés de Nouvelle-Calédonie, mais malgré tout, on a eu l'arrivée d'un ravageur sur Tiga. Il a été détecté avec Tiga. Donc aussi, finalement, cette problématique biosécurité, elle est vraiment sur tous les territoires. Et dans le cadre du partenariat avec la province et dans le cadre donc, justement de cette construction du Code de l'environnement, nos équipes ont eu 2 projets qui sont en cours. Un projet qui a concerné l'impact des populations de chats ensauvagés sur la biodiversité des îles Loyauté, et notamment avec un focus sur les roussettes. Et puis un travail qui est en cours et qui concerne l'état des lieux des espèces animales invasives à l'échelle de la collectivité. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la distribution des espèces animales invasives dans l'archipel et sur chacune des îles, comprendre l'influence du niveau de perturbation des habitats naturels sur les capacités de dispersion de ces invasives, initier éventuellement un suivi à l'échelle des loyautés d'espèces qui auraient été prioritisées, et donc avoir une hiérarchisation de ces espèces nuisibles à l'échelle de la province. Donc on a commencé ce travail, donc on a d'abord réalisé la synthèse des connaissances existantes. On a aussi défini des zones ateliers sur lesquelles on est venu travailler pour avoir un inventaire standardisé de ces pressions. Et puis aussi, on a essayé d'initier un travail auprès des populations pour avoir un retour de leur expérience, de leur pratique et de leur savoir sur ces espèces nuisibles et sur l'arrivée de ces animaux exotiques. Alors là, je vous ai mis une courbe d'accumulation du nombre d'espèces exotiques arrivées en Nouvelle-Calédonie. Ça concerne donc tous les animaux, aussi bien vertébrés qu'invertébrés, et on voit que c'est une courbe qui ne cesse de progresser. Donc on est à près de 850 espèces exotiques établies en Nouvelle-Calédonie, avec une majorité de groupes. En fait, finalement, là, c'est redistribué, c'est 846 espèces redistribuées en fonction du groupe d'animaux auxquels elles appartiennent. Et on s'aperçoit qu'on a une majorité d'insectes, donc 83% des organismes introduits sont des insectes, et une grande majorité sont des phytophages, et puis la plupart des groupes sont concernés. On a aussi bien, par exemple, on a 19 vers de terre introduits en Nouvelle-Calédonie, on a une vingtaine d'espèces d'araignées, on a 29 espèces d'escargots, et puis après des groupes un peu plus mineurs.
Et si on regarde un peu l'état des connaissances, donc ça c'est le bilan des connaissances tel qu'on a pu l'établir, c'est un peu l'information disponible à l'échelle de l'archipel, notamment sur les îles Loyauté. On s'aperçoit qu'aujourd'hui on a donc 830 espèces qui sont connues de la Grande Terre, mais seulement 119 sur l'IFU, 114 à Marais, 93 à UVA, 78 à l'île des Pins, 79 à Bélep. En fait, on s'aperçoit que ce chiffre-là n'est pas forcément représentatif d'une moindre pression, mais d'un déficit de connaissances. Et ce qui est intéressant aussi, plus l'île est peuplée, ou moins l'île est peuplée, moins on a d'animaux exotiques envahissants. Et donc, en fait, finalement, on a des lacunes de connaissances et des cortèges qui doivent aussi changer au cours du temps. Et pour en revenir à la question des flux, et de la Grande Terre vers les îles ou les îles vers les îles, en fait, il faut aussi réfléchir en termes d'espèces autochtones potentiellement envahissantes, mais y compris des îles ou de la Grande Terre. Donc là, je vous ai mis la sauterelle, je vous ai mis la sauterelle de cocotier qui est arrivée dans les années 70 sur les îles. Ici, je vous ai mis un charançon qui est ravageur du litchi, mais qui est autochtone à la Nouvelle-Calédonie. Là, je vous ai mis une mouche des fruits qui est connue de Marais, si je me souviens bien, et qui n'est que sur Marais. Ici, une cigale qui vient de la Grande Terre. Donc en fait, on a aussi des ravageurs qui peuvent venir, et cette notion d'espèce envahissante peut être aussi à toutes les échelles de la Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi, il ne faut pas voir tous ces animaux comme forcément des espèces nuisibles. On a ce qu'on appelle les auxiliaires biologiques, qui sont des prédateurs ou des parasites qui peuvent contrôler certains ravageurs des cultures. Et on a notamment 13 espèces d'auxiliaires biologiques qui sont originaires de Nouvelle-Calédonie et qui pourraient être valorisées d'un territoire à un autre. Alors on a réalisé cette année un effort d'échantillonnage sur UVA et sur TIGA. Donc on a choisi de travailler à travers un gradient d'anthropisation, c'est-à-dire un gradient de perturbation des habitats. Donc depuis les zones d'habitation jardin, la cocoterie, les champs, les jachères et la forêt native. Donc on a travaillé sur 3 régions en UVA. On a travaillé sur un petit nombre de sites sur TIGA puisque l'île étant plus petite. Et là je vous montre quelques résultats. Les résultats sont en cours, mais quand même des éléments forts aussi qui illustrent les enjeux. Alors un enjeu qui est bien connu sur UVA, c'est l'absence du rat noir, qui est reconnu à l'échelle mondiale comme un des envahisseurs majeurs. 1 minute. Voilà, je vais essayer d'accélérer. Et donc en fait, on a confirmé le fait qu'elle était toujours absente d'UVA. Sur TIGA, alors ça a été une surprise aussi, alors que les gens nous indiquaient que le rat noir était présent. En fait, le rat noir est absent aujourd'hui de TIGA, donc il y a un enjeu et sans doute une faille de biosécurité sur TIGA. Donc en fait, le rat noir n'est également pas à TIGA, et donc c'est sans doute un enjeu à prendre en compte pour la réflexion des flux de matériaux arrivant sur TIGA. On a aussi pu mettre à travers ce travail en évidence la régression d'un certain nombre d'espèces patrimoniales sur UVA et sur TIGA. Notamment, ce qui est le plus inquiétant, c'est la régression de la gérigone des noyautés à TIGA, dont un inventaire dans les années 2000, au début des années 2000 nous donnait une population très abondante. Et lorsque nous sommes passés sur TIGA, on n'en a contacté quasiment aucune. Et ça, c'est sans doute lié à la progression d'espèces envahissantes, et en particulier la fourmi électrique sur TIGA. En termes de faune patrimoniale, on a une faune de reptiles tout à fait unique en Nouvelle-Calédonie et également sur les Loyautés. En particulier, on a une espèce endémique des Loyautés qui s'appelle Emoia loyaitensis, que nous n'avons pas pu contacter sur UVA, alors qu'elle était connue d'UVA. Et sur TIGA, on a 2 geckos endémiques que nous n'avons pas pu non plus contacter et qui seraient sans doute liés à la progression de fourmis envahissantes, fourmis électriques, mais aussi Phéidole mégacéphala, Anoploepis gracilipes. Et parmi le type de recherche qu'on mène aussi, on a travaillé beaucoup sur le chat ensauvagé, qui est une menace très forte à l'échelle du territoire pour le maintien des faunes patrimoniales. Et ce qu'on a pu mettre en avant, c'est en particulier l'existence de prédation sur les roussettes, qui n'est pas marginale, puisqu'on le trouve dans près de 6% des fesses qui ont été récoltées. Donc une prédation sur roussettes qui a été pendant longtemps sous-estimée et qui doit être ajoutée au prélèvement que réalisent les humains. Et puis sur UVA aussi, en termes d'espèces patrimoniale, une forte prédation sur la perruche d'UVA à UVA. Donc également donc des enjeux aussi de maîtrise d'espèces a priori banales et domestiques, mais qui ont en fait un impact très fort sur la biodiversité et le patrimoine des îles. Et puis aussi un petit clin d'œil sur des espèces un peu patrimoniales. Donc le bulim de l'île des Pins, qui est bien connu,
mais qui a une espèce sœur ici dans les loyautés et qui a une taille plus petite. Et donc on a fait la recherche de cette espèce sur UVA. On a été incapable d'en retrouver, donc il semblerait que l'espèce soit éteinte sur UVA. Par contre, on en a trouvé à Tiga, et donc il y aurait sans doute un enjeu fort sur Tiga pour la conservation de ce patrimoine. Et aussi sur Tiga, on n'a pas été capable de trouver de l'acatine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui mériterait de mesures spécifiques pour éviter sa progression. Et puis, quelque chose aussi qu'on a détecté à UVA et qui nous a été signalé par les populations, en fait, c'est un problème sur l'érythrine, sur des érythrines, ce qu'on appelle le peuplier kanak, qui est très important dans la pharmacopée traditionnelle et qui aujourd'hui est en train de disparaître à l'échelle des îles Loyauté en raison de la progression d'une microguêpe qui se reproduit dans les tiges et dans les feuilles et qui induit une croissance anarchique de cellules qui induit la défoliation des érythrines et leur mortalité. Et donc ça, c'est une remontée très inquiétante, enfin, une inquiétude très forte qui nous a été remontée à UVA par les populations. Et puis un dernier point qui concerne plus le développement de filières, là, ça concerne les pollinisateurs et en particulier le développement de la filière apicole. Donc aujourd'hui, il y a un très fort développement de la filière apicole, ce qui est une bonne chose, mais aujourd'hui se posent des questions en termes de phénologie des ressources et de la compétition avec les pollinisateurs locaux. Et alors ici, un résultat qui présente, ici vous avez des espèces d'abeilles non mellifères et ici un certain nombre de plantes. Vous voyez donc il y a un réseau d'interaction entre des abeilles et des plantes. Si vous regardez ces abeilles, comment elles interagissent, on s'aperçoit qu'ici, c'est par statut. Ici, vous avez des plantes autochtones et endémiques, et ici, vous avez des plantes exotiques et envahissantes. Et on s'aperçoit qu'on a ici donc des espèces endémiques qui utilisent des ressources de plantes envahissantes, ce qui n'était pas très attendu et qui montre une certaine plasticité de ces communautés de pollinisateurs. Mais ça, c'est un enjeu fort si on regarde la situation avec des abeilles domestiques. Donc là, on était à Tiga, où il n'y a pas d'abeilles domestiques, et là, on est à UVA, où on a de l'abeille domestique. Et on s'aperçoit donc la place très importante que prend dans le réseau de pollinisation l'abeille domestique. Et si on regarde son interaction de pollinisation avec le type de plante, donc ici autochtone, plante envahissante et exotique, on s'aperçoit donc par contre ici l'abeille domestique qui va plutôt sur des espèces autochtones, et donc ça pose la question du maintien du service de pollinisation, de l'utilisation des ressources par l'abeille et de l'intérêt du management des colonies en fonction du type d'habitat. Donc en fait, c'est éclairer le développement de la filière apicole à travers de la connaissance des phénologies, des ressources et de la compétition avec les pollinisateurs locaux. Voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire pour éclairer la décision publique. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour le débit. Bien, merci. On va passer à la suivante. Il en reste deux. C'est Fabrice là qui va nous... Ah non, c'est pas Fabrice. Ah ben d'accord, Fabrice n'est pas là. Ah ben oui, bien sûr. C'est encore vous. Encore vous. Bon. Bon, vous avez que 5 minutes alors. Oui, vous allez en avoir marre, mais voilà, Fabrice, en fait, il n'a pas pu être présent. Donc, du coup, on fait l'intérim une fois de plus. Voilà, du coup, parce que c'est aussi un projet qu'on a en collectif, donc avec une partie de l'équipe à l'IAC. Donc, c'est une étude sur la province des îles, donc sur la gestion spécifiquement en fait de la Roussette, projet donc qui est financé par la province des îles. Qui a été adressé d'abord à l'IAC en fait pour répondre à la question posée par la province des îles. On va expliquer un petit peu. On a constitué voilà ce collectif notamment avec l'équipe de l'IRD. Donc en fait c'était l'histoire, c'est la province des îles qui est partie du constat qu'ils avaient en fait assez peu de connaissances scientifiques sur la Roussette aux îles, sur son écologie, son alimentation. Voilà, tout n'était pas très clair. Et surtout, en même temps, ils avaient lancé des discussions sur le code pour rédiger leur code de l'environnement avec 2 enjeux en même temps, celui de gérer la ressource, donc là la ressource animale, c'est-à-dire la roussette, et en même temps tenir compte de la culture, de ses pratiques, des pratiques des gens, notamment associées à cet animal, donc la roussette. Ils se sont tournés donc vers Fabrice Breccia qui a donc mené qui a mené un travail avec Mélanie Boisselin en province Nord sur la roussette, donc en province Nord, et c'est
Quand la province des îles a posé la question, voilà, proposé cette étude à Fabrice, il s'est retourné aussi vers les sciences humaines et sociales en nous demandant voilà, si on voulait travailler avec lui sur ce projet-là pour justement avoir une approche qui permettrait d'améliorer les connaissances sur la roussette au niveau des savoirs écologiques. Donc là, c'est plutôt toutes les compétences de l'équipe arboréale et donc de Fabrice en particulier. Et également tout ce qui est savoirs locaux en lien avec cet animal. Donc là où c'était plutôt donc, Catherine et moi qui intervenions. Alors donc il y avait l'enjeu d'améliorer les connaissances, de décrire les pratiques et les représentations donc, de la population autour des pratiques de chasse, des pratiques de tout ce qui est lié à la consommation de la roussette et la place de cet animal donc hautement symbolique dans la coutume. Et tout ça pour être ensuite mis en débat dans le cadre du processus d'élaboration du Code de l'environnement. Donc on a donc constitué cette étude ethno-écologique qui a duré pendant 2 ans. Donc une équipe de 7 chercheurs avec des étudiants, notamment des étudiants locaux qui ont été impliqués notamment dans le terrain. 1 année et demie d'enquête de terrain auprès des habitants des 4 îles. Et des activités de vérification de terrain avec des suivis de nids, des suivis de chasse et ensuite en complément. Et ensuite, toute une longue phase aussi de restitution, justement pour mettre en débat toutes ces discussions, tous ces résultats, et pour pouvoir à la fois les valider et les remettre en discussion et voir ce qui était envisageable et ce qui pouvait être acceptable dans le cadre de la rédaction du Code de l'environnement. Et ce qui pouvait du coup contribuer à écrire le texte. Donc les débats, les restitutions qu'on a fait étaient les prémices, on va dire, avant qu'il y ait des gens qui décident autour de la table de qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, qu'est-ce qu'on décide pour gérer les roussettes sur les îles. Donc ça s'est déroulé entre mars 2015 et novembre 2016. Il y a eu 153 personnes enquêtées dans 50 tribus. Il faut se dire que les entretiens, ça pouvait durer de 1 heure à 5 heures. Et comme le disait Séverine, on a parfois accompagné des chasses afin de bien les décrire. Et j'en parlerai tout à l'heure dans la description des chasses. Donc vous voyez que c'est un petit peu réparti sur les 4 îles, mais Tiga a disparu. Parce qu'on a aussi travaillé sur Tiga. Pardon pour... Ah, c'est le réchauffement climatique, non, quand même. Donc voilà, en tout cas, c'était un gros travail de terrain. Il y a Camille Fossier, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui ont vu parcourir, qui a parcouru les 4 îles. Et puis, il y a Gladys Bacco, ici, sur l'île Fou, qui a beaucoup travaillé. Et puis, Aurore Pujapujan sur Marais. Donc voilà, l'équipe était consolidée aussi par des personnes qui connaissent très bien les lieux. Et c'est ça qui a fait la richesse aussi du travail. Je vous présente juste quelques résultats clés, et en commençant par ce graphique, parce qu'on commençait tous les entretiens en demandant « Pour vous, la roussette, c'est quoi ?» C'est une question qui paraît toute simple, mais en fait, ça permet d'avoir quelle est la première chose qui est associée à la roussette. Et en l'occurrence, c'était une nourriture appréciée qui était la première chose citée par les gens. Donc c'est une nourriture du quotidien, c'est une nourriture qui peut être aussi une nourriture coutumière pour les fêtes de l'igname, la préparation des bougnats pour les parents aussi dans le cadre de cette cérémonie. Il y a des événements religieux aussi, c'est important d'en avoir à ces moments-là. Les travaux coutumiers, on construit une case, c'est des moments où c'est important d'avoir cette espèce-là. Et c'est aussi une espèce qui est vendue actuellement aux îles. Donc ça, on a bien détaillé, on a décrit, tout est toujours complètement anonyme. En revanche, il était important de voir qu'il y avait des pratiques différentes selon les îles, selon les endroits. Donc on s'est attaché à bien décrire ça. Le deuxième élément qui ressortait, c'était que c'était une espèce à forte valeur. Le mot totem est très souvent revenu. Et ça renvoyait à beaucoup de choses, les liens avec les clans, les rôles que certains clans avaient vis-à-vis de la chefferie, le fait d'être descendant, d'avoir un lien généalogique, on va dire, avec la roussette. Donc il y a plein d'éléments, mais en tout cas c'est une espèce qui a du sens.
C'est pas juste une espèce qu'on chasse comme ça. Après, il y a aussi tous les autres points, mais je ne vais pas aller dans le détail de tout. Je vais continuer sur un autre résultat. On a produit du coup des connaissances sur les roussettes des loyautés à partir des savoirs des gens. Parce que ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on a commencé l'étude, il y avait Fabrice, quand il nous a demandé qu'on travaille ensemble, c'était aussi parce qu'en fait, il n'y avait rien comme données sur les îles Loyauté. Vous parliez tout à l'heure de je ne sais plus quelle espèce, on ne savait pas au niveau des îles, mais on ne savait même pas quelles étaient les espèces qui étaient avec certitude présentes, quels étaient les modes de rassemblement. On n'avait que des bribes. Donc le travail, il a vraiment été tourné vers les personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont un savoir. Les espèces présentes sur les loyautés, ce sont les deux roussettes qui sont en photo, la roussette rousse et la roussette noire. Elles ont pour la plupart des noms dans les 4 langues. La roussette rousse n'est pas présente à UV1, d'où l'absence de nom. On a fait aussi tout un travail sur la liste des plantes consommées. Il y a énormément de plantes qui sont consommées par les roussettes et les lieux de chasse sont forcément très liés à ces plantes-là. Il y a des listes qui ont été faites et à chaque fois on a distingué sur telle île c'est de telle manière, sur telle île c'est telle autre manière. Il y a un livret qui va être diffusé d'ici 2 semaines avec les résultats pour le grand public qui pourra circuler. C'est important parce que comme on construit une règle qui va être suivie, ou on souhaite qu'il soit suivi par les habitants des loyautés et ceux qui viennent sur les îles, c'est important qu'il y ait une bonne connaissance sur comment ça s'est construit et qu'est-ce qu'on va en faire. Et on a aussi décrit l'habitat. Alors, la diapo suivante, vous ne la voyez pas, mais c'est une diapo qui montre qu'on a spatialisé les sites de repos. On a identifié sur la base des échanges avec les gens et des travaux sur carte quels étaient les sites de repos qui étaient jugés comme importants par les personnes. On a observé 109, on a listé 109 observations de gîtes, donc des gens qui nous disaient là à tel endroit, je suis passé là-bas l'année dernière, il y avait un gîte. Il y a 5 ans, j'y suis passé, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Donc tout ça, ça a permis un peu de voir comment, d'abord que les roussettes, elles ne restent pas toujours sur le même gîte, qu'elles se déplacent, et ça c'est quelque chose qui avait été déjà vu sur les loyautés, mais c'est pas parce qu'on a un grand rassemblement de 1000 ou 2000 roussettes un jour qu'on observe, peut-être le lendemain il y aura 200. C'est juste pour des histoires de écologie de la roussette qui fonctionnent de cette manière-là. Et parmi tous les gîtes qui ont été listés, il y en a 30 qui sont actuels et probables, qui sont, vous les voyez pas très bien, mais sur la carte avec les petits pixels à droite. C'est à peu près sûr qu'ils soient présents parce que les gens les ont vus plusieurs fois ou plusieurs personnes ont rapporté les avoir vus. On n'a fait aucune carte qui seront diffusées, bien entendu. C'est des choses un peu larges. Et en plus, là, le travail qu'on a fait, vous avez vu, on a rencontré un certain nombre de personnes, mais on n'a pas fait des transects et des transects sur toutes les îles pour voir exactement où étaient tous les gîtes. Mais l'idée, c'est qu'il y en a. Et donc, des études plus tard pourraient se réaliser en écologie en faisant des transects pour savoir exactement s'il y a des enjeux sur certaines espèces ou sur certains sites, pour savoir exactement comment ça se transforme. Les gîtes, ils ont été recensés principalement dans les zones reculées, dans les gouffres, les mangroves et proches des falaises, et aussi sur les îlots. On a quelques noms de gîtes ici qui sont listés dans les noms en langue. Oui. Un autre élément, c'est qu'il y a un constat partagé par les personnes avec lesquelles on a échangé qu'il y avait une diminution de la population des roussettes. Il y a 78%, c'est le petit camembert à droite là, de personnes qui, quand on a échangé avec eux, disent ben moi, ça a diminué. Donc on n'a pas d'information, il n'y a pas eu de comptage, un suivi sur plusieurs années qui pourrait dire, d'un point de vue biologique, écologique, scientifique, on a vu ça. Par contre, on a la base des savoirs qui sont ceux-là. Et donc, ça mettait en avant qu'il fallait faire quelque chose, probablement, puisque tout le monde était conscient qu'il y avait une diminution. Il a été aussi identifié que la principale menace est la chasse, et en particulier la chasse au fusil. C'est les personnes qui ont dit ça, c'est pas nous qui le disons, hein, je rapporte les propos. Et ici, on a
les zones de chasse sur les routes qui ont été particulièrement mentionnées parce que c'est quand même une des chasses qui sont ressenties comme étant les plus impactantes par les gens. Les différentes techniques et les situations de chasse ont été définies. Situation, c'est important parce que dans un code de l'environnement, on peut penser en termes de quotas de chasse, combien on a le droit de chasser, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, mais on peut aussi penser en termes de outils qu'on utilise pour chasser ou de situation de chasse, c'est ce qu'on propose, parce qu'en fait, la chasse au fusil n'est pas en elle-même a priori néfaste d'après les personnes. Ce qui est néfaste, c'est la chasse au fusil au tir à la volée. Si on chasse au fusil juste une roussette sur un arbre, ça n'a pas un gros impact au final sur la population, et alors qu'il y a aussi des instruments traditionnels, dits traditionnels comme la bibiche, qui eux vont être dits comme très importants dans certaines situations, parce qu'on va pouvoir en chasser beaucoup d'un coup, donc il faut mesurer en fonction de ça. C'est pas l'outil qui est mauvais, c'est comment on l'utilise et où. Ouais. Dans 2 minutes, on te chasse. D'accord. Je suis trop investie là. On a aussi réfléchi sur la correspondance entre les périodes de chasse et le cycle des roussettes. Donc période de chasse déclarée ici de janvier à décembre et cycle. Et on voit qu'il y a des petits soucis dont les personnes ont parlé, comme quoi c'est vrai que c'est pas très bien, on chasse plutôt au moment où parfois il y a les petits et il faudrait changer ça. Et donc on en arrive à la fin, qui est dans le futur. C'est un travail sur la manière de gérer, sur le code, sur le texte. La question qui a été posée aussi à chacun, c'est qu'est-ce qu'un bon code de l'environnement? Et on voit que ce qui ressort beaucoup, c'est le respect des cycles et le besoin de faire des périodes, faire des saisons de chasse. Alors qu'effectivement, il n'y a pas toujours un respect actuellement du cycle des roussettes. Donc c'est qu'il y a une volonté d'aller vers ça et qui est plutôt partagée. Donc c'est plutôt positif pour réussir à construire une règle. Il y aura des tableaux on pourra en rediscuter plus tard, mais il y aura aussi des tableaux qui seront présents dans le livret qui circulera dans 2 semaines. On a décrit comment les vieux avant chassaient, comme on dit, et comment ça a changé. Par exemple, une gestion locale des ressources sur un territoire qui passe à un tir à la volée partout sans demander la permission, ça c'est identifié comme un problème. Il y a des propositions en face qui sont arrivées par les gens. Et en particulier, si je vais m'arrêter sur le 2e point là, avant il y avait plutôt des spécialistes qui chassaient, c'est pas tout le monde qui chassait. Et aujourd'hui, tout le monde chasse, et donc il y a encore plus des propositions partagées de faire des quotas, de mettre des saisons de chasse réglementaires et de réduire le nombre de cartouches. Donc ça, c'est voilà. Je ne vais pas faire la liste, mais on a fait un travail définissant tout ça. Conclusion. Le travail a permis de produire des connaissances sur l'écologie de la roussette et sur les savoirs et pratiques locales de gestion. C'est parce qu'on a co-construit les entretiens, les questionnaires aussi avec les collègues des écologues qu'on a pu aller chercher les bonnes choses pour construire le code. Et ça a permis d'alimenter le processus de rédaction du code de l'environnement des îles Loyauté. Je ne sais pas si Georges, tu souhaites ajouter quelques mots, mais je crois que j'ai consommé beaucoup de temps. Et ça a posé aussi le socle de futures études en écologie et en anthropologie selon les besoins qui seront exprimés pour aller plus loin. Merci beaucoup. On va finir cette séquence et l'ensemble des présentations. C'est toi qui va clore les présentations scientifiques. Voilà, Françoise, pardon. Voilà un micro, merci. Je te laisse la parole, merci. Merci. Bonjour, je me présente d'abord rapidement. Vous m'avez vu du côté des presses. Donc, j'appartiens à l'Université de la Nouvelle-Calédonie dans le sens des presses universitaires, puisque je suis responsable des presses de la Nouvelle-Calédonie qui sont assez nouvelles. J'enlève ma casquette. Et donc, je suis parallèlement anthropologue. J'ai fait une thèse sur le Vanuatu. J'ai travaillé au Fidji, au centre de Fidji. Et au Vanuatu, et je vais vous parler d'une approche particulière, donc autour des palolo, que je vous présenterai de manière plus importante. J'associe Billy Wapocho qui est là, et je tiens particulièrement à le remercier à plusieurs titres, parce que c'est lui qui, en fait, une grande partie des questionnements qui sont dedans viennent d'un travail commun qu'on a fait sur la civilisation kanak tous les deux, où on a vraiment bossé de manière très régulière.
Et puis, je voudrais m'abaisser aussi devant vous, parce que vous m'avez accueilli ainsi grâce à Billy il y a maintenant plus d'1 an. Et j'ai une émotion particulière à présenter ça, parce que c'est aussi une manière de vous rendre quelque chose du travail que nous avions présenté tous les deux, et de voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, c'est un programme de recherche Labex Corail qui a été mis en place avec plusieurs partenaires qui sont ici, dont des personnes vraiment très... des anthropologues, mais aussi des spécialistes du domaine marin. C'est ça, hein? Voilà, oui, voilà. Donc, le programme s'est passé sur 8 îles, et donc avec des anthropologues, des biologistes et un spécialiste de la gestion des récifs. En fait, il s'agissait, autour d'un événement très particulier, et en particulier d'une espèce que l'on dit être très connue, et en fait on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, de croiser les savoirs et surtout de les mettre au même niveau, à la fois les savoirs scientifiques et en même temps les savoirs qui sont les savoirs de base, c'est-à-dire ceux que vous avez, vous, concernant vos environnements, votre propre environnement. Donc, ça a été une chose importante, et ensuite, avec vraiment une démarche très comparative aussi, les résultats sont en train d'être valorisés. Donc, je vous en donne rapidement des éléments. Alors, on a travaillé sur cette espèce-là, qui s'appelle le palolo, tel qu'on l'appelle à Samoa, Palola viridis, et je reviendrai dessus, mais on a l'impression qu'on le connaît très bien. En fait, il s'agit d'un ver marin qui habite dans le corail et qui, arrivé à maturité, se retourne et présente sa partie génitale qui se transforme. Cette partie il va pouvoir faire tourner cette partie qui peu à peu va monter vers la surface de la mer. Une nuit, pratiquement toujours au même moment, 2 ou 1 fois par an, de manière extrêmement régulière, de 4 à 7 jours après la pleine lune. En fait, c'est en ce moment que les choses se passent. Donc, voilà, et donc arrivé sur la surface de la mer, le phénomène, on a l'impression que ce sont des vers, et le phénomène va disparaître très rapidement, au bout d'un moment, c'est-à-dire ce sont que des cellules génitales qui éclatent. À partir de ce moment-là, il y a donc reproduction des vers marins, et une fois reproduits, on a des petites larves qui redescendent habiter le corail. Donc, c'est un phénomène qui est très particulier, qui dure très très peu de temps, que l'on connaît mal ici et je reviendrai dessus, mais qui est extrêmement à la fois attendu, ritualisé, appelé de plein de manières différentes, à Samoa, où les touristes s'intéressent beaucoup à ce phénomène, mais aussi dans vraiment une très grande partie du Pacifique. Alors, ce qui se passe au moment de cette éclosion, enfin de cette reproduction, c'est que les prédateurs arrivent en grand nombre, ce qui fait une sorte les poissons sont attirés et on a une impression d'abondance absolument massive que les gens du Pacifique, en fait, mettent sur le compte de retour des morts, que l'on voit assez souvent. Ce sont les morts, les invisibles, qui donnent cette abondance-là, ou bien ces circuits-là, en fait, réactualisent des circuits suivis par les femmes, et ce sont en fait les frères de ces femmes qui envoient cette manne à leur sœur pour la nourrir. Donc ça suit des chemins de mariage. Ce sont des choses extrêmement intéressantes, donc sur lesquelles on a travaillé de manière à pouvoir regarder le phénomène de plusieurs regards, et de pouvoir avancer dans ce phénomène-là. Dans certaines îles, les femmes s'habillent extrêmement bien, vont chanter sur le bord des récifs, de manière à appeler en fait ces palolos. Dans d'autres, ce sont les hommes qui vont pêcher, et les femmes n'ont pas le droit de venir sur le bord, n'ont pas le droit d'attirer en fait les palolos, mais ce sont les hommes qui vont le faire. Oui, c'est moi qui... Pardon. J'essaie d'aller vite. Alors, pour vous faire comprendre la cohérence du phénomène, j'ai particulièrement travaillé à Pentecôte avec Pierre-Yves Leroux.
Et donc, je vais essayer de vous montrer la cohérence du phénomène à partir de Pentecôte, et après, on reviendra vers l'IFOU, si vous voulez bien, et vers les îles Loyauté. Au moment, donc, on a fait des collectes à la fois d'informations, de savoir, mais aussi et on a fait des observations, bien évidemment, à la fois sur Terre et sur mer. Ces observations donc, nous montrent, et les gens disent, qu'il y a des espèces particulières qui fleurissent à ces moments-là, et en particulier des espèces rouges. Vous savez, c'est le printemps du Pacifique, comme on dit. Donc, qui fleurissent à ces moments-là. On voit arriver tout un cortège faunique terrestre. Les crabes descendent, les serpents descendent sur le bord de la mer, les bernards l'ermite descendent sur le bord de la mer, les notous viennent près de la mer. On a vraiment tout un accompagnement faunique et on a fait des observations en mer. En fait, on ne savait pas quand les palolos allaient arriver, parce qu'ils ne nous le disent pas, bien évidemment. Et donc, on a passé plusieurs nuits en mer pour regarder qu'est-ce qui se passe en mer. Au début, il n'y avait rien, premier jour. Deuxième jour, on a commencé à voir et à attraper des petits serpents, donc reproduction des serpents à ce moment-là, mais aussi des petites méduses. Et peu à peu, l'activité en mer est vraiment montée jusqu'au jour où, passant pour essayer de voir vraiment sur la mer quelle était l'activité, vous savez, quand il y a une forte activité en mer, en fait, toute la mer s'illumine quand on passe avec le bateau. Et là, c'était de partout. Et les palolos ont commencé à monter. Donc, on les a attrapés, on les a collectés, ils sont à l'étude. Et je reviendrai dessus. Ce que je voudrais vous montrer, c'est en fait les représentations qui sont autour de ces phénomènes. D'abord, il y a une ritualisation importante. On les appelait, et parfois on continue à les appeler avec des chants particuliers. Les femmes sont sur le bord et les appellent. Ensuite, il y a des correspondances de plantes. Il y a dans l'intérieur des terres des plantes que l'on appelle, qui sont liées au palolo et qui ressemblent au palolo et qu'on va manipuler de manière rituelle. Ensuite, on dit que ces palolos viennent du plus profond de la mer, de vraiment très 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 loin. C'est-à-dire le fait qu'ils sont là sur le bord des récifs ne fait pas partie des représentations océaniennes. Et en fait, on dit qu'ils arrivent dans un panier, qui est le grand panier des richesses des femmes, dans lesquelles on met toutes les nattes rouges du Vanuatu, et qui est aussi le panier du ventre de la femme, c'est-à-dire de là où naissent les bébés. Ensuite, chose importante, une fois qu'on les a attrapés, on les cuisine et on en fait des laplapes, des gâteaux vanuatais, que l'on va distribuer en particulier aux chefs, c'est-à-dire, on est dans une société de grade très particulière, c'est le nord de Pentecôte, c'est-à-dire les oncles maternels, contre des grandes nattes rouges, ou bien des cochons, des petits cochons, pas des grands cochons, des petits, des bébés, on est toujours dans ce domaine-là. Cette viande, ces laplapes qui sont données sont appelées la viande des chefs. En fait, ce qu'il est dit, c'est que ce moment d'arrivée des palolos est un phénomène complet de renouvellement de la nature. Mais aussi, quand, il y a fort longtemps, on faisait les chefs, c'est à ce moment-là qu'on les concevait. C'est-à-dire que même la fertilité humaine était en rapport, effectivement, avec cet ensemble-là. En fait, il y a ce qu'on appelle la paix, tout d'abord. Ensuite, un vrai changement climatique qui se passe et la pluie arrive. C'est toute la pluie qui arrive et donc tout le renouveau du vert, vraiment de la végétation qui redevient verte. Chose extrêmement importante. Et ça, on dit que ce sont les palolos qui s'appellent oudou. Oudou, c'est la partie d'un tout. Quand j'ai un mari, ça ne se dit pas directement, c'est mon oudou, parce que tous les deux, on forme quelque chose qui va effectivement vers une fertilité. On a regardé dans deux sociétés différentes. Dans le nord de Pentecôte, Raga, on a une société qui est plutôt, pour aller très très vite, matrilinéaire, entre guillemets. Là, on nous dit, c'est le panier des richesses, on pense que c'est vraiment un ancêtre qui a été découpé en morceaux, c'est un grand mythe dans tout Pentecôte, et qui a donné toutes les variétés d'igname. Mais son sang a coulé. Il est arrivé dans l'eau, et les houdous, c'est son sang. Mais certaines personnes disent, non, en fait, cet ancêtre était une femme,
Et en fait, c'est l'appareil génital de la femme qui donne les houdous. Dans la société à côté, qui est juste au centre de Pentecôte, où on n'a pas ce système qui est plutôt matrilinéaire, on dit c'est l'estomac de Saldam, du nom de cet ancêtre, qui a donné en fait toutes les variétés d'ignames. C'est la fertilité des ignames qui sont en jeu. C'est-à-dire que les serpents qui descendent viennent chercher les houdous, qui sont accompagnés par les serpents que l'on trouve. À ce moment-là, il y a énormément de serpents qui viennent manger les murènes, qui mangent les houdous. Et donc, en fait, les serpents vont remonter dans les jardins, faire la fertilité des ignames. Et là, on dit qu'on va recommencer à aller dans les jardins, puisque là, ce sont les moments où les jardins, en fait, sont vides. On va recommencer, enfin, sont vides d'hommes, il y a les ignames qui poussent dedans. On va recommencer à faire les jardins, et là, il va y avoir un petit insecte qui va venir à l'oreille des hommes et dire aux hommes « Va vite rejoindre ta femme, c'est important ». Et donc, les enfants vont être aussi, il va y avoir effectivement procréation à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fait système et qui fait système dans des différences. Autre chose aussi, c'est que les palolos qui arrivent, alors ça, c'est une autre espèce de ver, mais vous en verrez. Les autres espèces, quand les palolos arrivent, on dit que ce sont les racines des tarots, les racines des ignames, etc. En Nouvelle-Calédonie, il est dit qu'il n'y en a pas. Donc l'idée était vraiment de venir dans les îles Loyauté pour savoir, parce qu'il y avait vraiment peu de mentions. J'ai mis pas vu, pas pris, parce qu'en fait, il y en a vraisemblablement, selon les témoignages sur toute cette côte-là. Mais, en voulant aller enquêter dans le nord, il y avait un deuil, et je n'ai pas pu continuer les enquêtes à ce moment-là. De l'autre côté, effectivement, la question se pose encore. Il fait froid en ce moment. Je pense qu'il y a aussi des changements qui font qu'ils sont difficiles à repérer, mais des plongeurs les ont vus en essayant de les décrire. Maintenant, on ne connaît pas ici vraiment de ritualisation importante ou de représentation. Mais en Nouvelle-Calédonie, que ce soit sur l'île des Pins, que ce soit sur l'Ifou, et la baie de Tchepené est un très très bon exemple, il y avait, vous avez tous lu l'article des nouvelles disant que des milliers de petites crevettes étaient venues dans les baies du Sud et étaient mortes. Il y avait systématiquement, aussi bien à l'île des Pins que là, et pratiquement dans chaque baie, un phénomène d'abondance comme ça, à des moments particuliers, qui est décrit de manière à la plage devient rouge, ou bien la plage devient blanche. À Tchepené, c'est des petites sèches qui arrivent par milliers. Les prédateurs, dit-on, arrivaient derrière et on les ramassait avec des manous ou avec des nattes directement sur la mer. Et c'est ce qui fondait en fait à ce moment-là vraiment les échanges entre les marchés de bord de mer, ce qu'on appelle les marchés, c'est-à-dire le lien de bord de mer et l'intérieur des terres. Donc on connaît la saison de l'arrivée des palolos, mais en tout cas, chose importante, c'est que ce phénomène d'abondance existait. Et dans un très vieux calendrier, dont on ne parle plus jamais à l'Ifou, par exemple, un calendrier de Ré, il y a bien une mention d'arrivée de poissons au moment des flirts, mention qu'on ne retrouve plus du tout, au moment des flirts derrière la mer, entre des jeunes gens et des jeunes filles. Donc on a quelque chose qui serait vraiment à chercher, mais qui peut jouer aussi sur cette spécialité. Ça nous a fait repenser à vraiment beaucoup de choses, et en particulier, et je vais conclure, j'espère que je suis dans les temps, et après je vous montrerai les palolos quand même. Donc ça nous a fait penser vraiment outre l'intérêt de la recherche elle-même, le fait qu'il peut y avoir là des transmissions vraiment particulières sur l'environnement, que bien sûr le tout est lié à Tchepené avec des mythes, est lié à des contes, est lié à des mythes, est lié vraiment à des choses importantes, qu'il est aussi important de transmettre aux enfants et de localiser sur les îles ce genre de choses, ne serait-ce que pour l'estime de soi en éducation, chose très importante. Pas simplement d'apporter l'éducation, mais dire voilà, ça se passe là, c'est ici, c'est chez toi, etc. Donc il y aurait vraiment peut-être tout un travail à faire par rapport à ça. Autre chose aussi, c'est que la baie de Tchepené, si j'ai bien compris les choses, est comme une nasse. C'est le moment aussi où on faisait les nasses, où c'était les hommes qui faisaient les nasses, que les femmes ne pouvaient pas voir.
Maintenant, l'association qui gère l'arrivée monétaire des bateaux est dite la manne qui vient de la mer. Donc avec une transformation particulière de ces représentations d'abondance, avec la transformation de la société, donc qui ouvre tout un questionnement aussi très intéressant. Mais là où je voudrais insister à ce niveau-là, c'est nous, ce qu'on fait en tant que chercheurs, on passe notre temps à découper la réalité. D'abord, on n'a pas toujours la même réalité, d'une société à une autre ou d'un système de représentation à un autre. Mais en plus, nous, on découpe. On n'arrête pas de découper. Or, là, ça nous montre bien que le découpage que l'on a longtemps pensé par rapport, en tout cas, aux îles, aux correspondances des îles, etc., il faut vraiment changer de paradigme par rapport à ça. On a des circuits sur la mer. La mer est comme la terre, d'une certaine manière, dans le sens où les chemins se prolongent, dans le sens où les chemins continuent sur la mer, d'échanges de femmes, de passages de poissons, de passages d'arrivée de poissons ou de départ de poissons, de passage de baleines, etc. On le sait dans les calendriers par rapport à l'Igname, par exemple. Mais aussi de repenser complètement ces entrées du pays des morts, qui, dans chaque île, emmènent vers Beautemps-Beaupré, emmènent vers Éo, et qui sont des chemins d'abondance. Nous, on dit en français « chemin des morts ». En fait, ce sont des chemins d'abondance. C'est là où on trouve le plus de poissons possible, parce qu'effectivement, les invisibles, c'est eux qui donnent cette abondance-là, et qu'une des manifestations les plus directes, je ne sais pas comment dire, les manifestations les plus visibles de l'abondance, en fait, plutôt de l'activité des morts, en fait, c'est l'abondance donnée aux humains de manière extrêmement différente. Mais ce changement de paradigme-là, et je pense, à penser justement dans les représentations du développement durable, mais aussi dans les représentations en fait, du lien entre humains et non humains, lien entre la terre et la mer. On pourrait faire à la fois éclater les frontières, mais essayer de prendre les choses dans leur globalité. C'est pour ça qu'on avait mis en place donc, quelque chose de vraiment transdisciplinaire. Alors maintenant, si vous voulez bien, et si on peut envoyer le petit film, que vous puissiez voir des palolos, et ce qu'on a vu nous, donc c'est Pentecôte, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, mais dans l'espoir que vous pourrez en voir et qu'on pourra filmer un jour les palolos. Voilà. Vous avez des racines de taro et d'igname qui sont... Alors, la mer est pleine de choses, vraiment avec une activité énorme. Et ce que vous voyez comme ça, les petits bouts... Alors, il y a au Vanuatu, sur Samoa, il n'y a pratiquement que des palolos, Palola viridis. En fait, sur le Vanuatu, on a tout un tas de vers marins, très peu de palolos, et tout un tas de vers marins d'autres espèces. Et les personnes disent que quand elles en mangent, donc les voilà, quand elles en mangent, en fait, elles se ressentent extrêmement regaillardies. Ça donne une énergie folle. Donc voilà, les racines de taro et les racines d'igname. Et on peut passer à l'autre aussi. Voilà, et ça, c'est les palolos par eux-mêmes. Donc ça forme comme des filaments sur la mer. Et Simone Powell, donc, qui était porteuse du projet, s'est retrouvée sur Fidji avec l'arrivée des palolos. Et une petite fille qui n'en avait jamais vu, qui descendait de la montagne, qui s'est mise à hurler en les voyant, parce qu'elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Il y en a partout. Là, il y en a pas beaucoup, ont circulé en mer. Mais donc, ça fait comme des herbes vertes qui viennent comme ça et qui se promènent. Et ça, je pense vraiment que le phénomène a été décrit en Nouvelle-Calédonie. Ici, on a des plongeurs qui nous ont dit qu'ils avaient vu effectivement ce phénomène-là, mais aussi plus au nord, que c'était un phénomène qui venait avec les pierres ponces à ce moment-là. Au moment où arrivent les pierres ponces du Vanuatu, au moment où arrivent les méduses bleues, et au moment où arrive la ciguatera, la gratte, c'est tout un tas de phénomènes qui signent aussi cette arrivée-là, et qu'il y a tellement de barracudas que les pêcheurs ne veulent pas effectivement pêcher à ce moment-là. Voilà, c'est un petit aperçu sur une belle cohérence pour le Vanuatu en tout cas, mais aussi sur cette idée d'abondance qui est transformée, qui est retravaillée, etc., dans
dans le fait que même quand les sociétés sont confrontées à des transformations de type monétaire. Merci beaucoup. Merci mille fois. Bien, je crois que c'est une bonne conclusion de ces présentations scientifiques. Vous voyez que la science, elle est aussi très ouverte à des choses très transversales. Et en tout cas, oui, merci beaucoup. C'était la seule présentation de 20 minutes.